Alors, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi que vous ayez accepté mon invitation. Véritablement, c'est assez inédit puisque vous n'êtes pas encore des éditeurs et vous avez déjà tout d'éditrices et d'éditeurs vu ce que vous nous avez proposé cette année. On va peut-être commencer par David Vincent qui a eu cette idée de génie, appelons-la ainsi, puisque vous avez créé, David, un monstre qui s'appelle l'apprenti au sein de votre formation, l'IUT de Bordeaux. Donc j'aimerais en savoir déjà plus sur cette idée. De ce que j'ai compris, vous avez eu une idée subliminale et elle marche. Oui, alors en fait, moi je suis pas enseignant depuis très longtemps, depuis 4-5 ans, et à l'IUT où je formais des premières années, des deuxièmes années, et il y a des licences pro qui ont une vision un peu différente du métier puisqu'on leur demande d'être en entreprise. Et quand on m'a confié le soin de leur donner des cours, je me suis dit, allez, on va faire la chose que l'IUT ne fait pas, c'est-à-dire faire des vrais travaux pratiques, hein, plutôt que de faire toujours du théorique. Et on va les lancer à l'eau. Et donc, j'ai pris le parti. J'ai demandé l'autorisation un peu discrètement. On m'a dit, tu peux y aller, fais ce que tu veux. De dire, eh ben, on va prendre les étudiants et au premier cours, on va leur dire, on crée une maison d'édition. Voilà. Euh, Sachant qu'on partait de rien, de rien du tout. Une structure qui était une structure universitaire. Et la première promotion que j'ai eue, elles étaient 7, dynamiques, tout ça. Elles se sont demandé si je me fichais d'elles ou si c'était un traquenard. Mais j'avais l'air assez sérieux, j'avais mis mes lunettes. Et je leur ai dit, bah, écoutez, je pense qu'à 7, on peut arriver à faire quelque chose. Moi, j'ai déjà créé 2-3 maisons d'édition. Donc, on va trouver un nom. Et puis, on a un an pour faire un livre. Voilà. Donc, c'est parti comme ça. C'est parti sur un défi de dire, on n'a pas de sous, on n'avait rien. On n'avait pas de structure, on n'avait rien du tout. Et on s'est dit, on va faire comme un éditeur lambda qui veut se créer. L'important, c'est d'avoir la volonté et tout ça. Et derrière la volonté, il y avait surtout l'envie de ces personnes de se dire qu'elles étaient capables de se prouver quelque chose et une sorte d'émulation entre elles et de se dire que dans le cadre de cours, on pouvait réaliser quelque chose et non pas seulement être planté derrière son bureau en train d'écouter un professeur péroré et se dire que tout ce qu'il nous apprendrait servira à rien. Comme moi-même, j'ai fait l'UT il y a 30 ans, je me suis rendu compte que tout ce que j'apprenais en cours, pour être honnête, ça se répandait dans le ciel et puis ça disparaissait. Et que donc la meilleure manière d'apprendre, en fait, c'est de se coller à la forge et de taper comme un sourd dessus avec un marteau. C'est comme ça qu'on est parti. Comme dans ce métier, désormais, c'est surtout des dames et des demoiselles qui sont là. On s'est dit qu'on allait trouver un nom qui mettrait qui signifierait que c'est des femmes qui ont pris le pouvoir. Voilà, ça m'amusait assez. Et donc, on a cherché un nom. J'avais ma petite idée dans la tête, vu elles sont tout en apprentissage, hein, elles apprennent un métier, et qu'on allait revendiquer ce côté apprentissage, on a décidé de l'appeler ça l'apprenti, voilà, avec un E. Avec moi, j'avais une petite référence littéraire, qui est un livre de Raymond Guérin. Alors, Raymond Guérin, c'est un grand auteur bordelais d'après-guerre, un auteur Gallimard qui a failli connaître le succès, mais qui est mort avant, et qui a écrit un très beau livre qui s'appelait L'apprenti. Voilà. Et moi, j'avoue que si j'avais créé ma librairie à une époque, j'aurais voulu l'appeler L'apprenti. Donc, je me suis dit, par procuration, on va utiliser ce nom d'apprenti, on va lui mettre un E et on va les lancer comme ça. Voilà, donc c'est parti autour d'un défi un peu simple, qui était, vas-y, on se lance. Mais alors, il faut tout créer de A à Z. Voilà. Voilà. Donc, je pourrais vous raconter ça à long, en large et en travers, mais la nouvelle génération qui est arrivée, donc chaque année, s'est retrouvée à hériter de quelque chose qui avait été lancé par les 7 premières, qui étaient parties un peu comme ça à l'aventure. Alors, on Alors, précise que pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, qui ne connaissent pas ah oui, l'apprenti, chaque année, il y a une nouvelle promotion et chaque année, donc, il y a ce projet-là donc, qui tourne. Hein, les étudiants voilà. 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 Le principe, en fait, c'est une maison tournante. Alors, on ne dit pas que c'est une tournante parce que sinon on se fait mal voir, voilà. Mais le principe, c'est que chaque année, il y a des licences pro qui viennent pendant un an, qui sont en apprentissage la moitié du temps et à l'IUT le reste du temps. Et cette promotion a pour objectif à la fois de travailler en entreprise et de suivre des cours. Et pendant mes cours, moi, le principe, c'est d'avancer sur cette maison d'édition. Donc, la première année est partie de rien. La première année, alors on a un peu fait les Bernard Lhermitte parce qu'on avait besoin d'une structure et on n'avait pas envie de s'enquiquiner à aller créer une structure à la préfecture, tout ça. Donc, j'ai repéré une structure éditoriale, une structure qui existait associative au sein de l'IUT, qui s'appelait Lit Express, et qui était une sorte d'association qui consistait pour les étudiants à mettre en avant des lectures, etc. Donc, je me suis immiscé là-dedans en leur disant, ça serait bien si on pouvait faire évoluer l'association et si on pouvait faire de l'édition. Donc, on a fait une assemblée générale
Et enfin, vous voyez, hein, la technique du Bernard Lhermitte, je me suis installé en disant, mais ça serait bien qu'on utilise LitExpress pour faire de l'édition. Alors, comme c'est que des professeurs et des enseignants qui connaissent du monde réel pas grand-chose, hein, c'est des gens qui ont passé leur vie à enseigner ou à être étudiants, ils ont dit, ah ouais, d'accord, on va le faire, super, fais comme tu veux. Donc je me suis instauré trésorier. Et à partir de là, on a eu la structure qui était LitExpress. Et l'apprenti est devenu une émanation de LitExpress, ce qui fait qu'il y avait une structure qui existait juridique, une structure associative, à partir de laquelle on a pu générer notre maison d'édition. Voilà. Et le but, c'était au bout d'un an d'avoir fait un livre, un ou plusieurs livres, pour que l'année suivante, la structure existant, les étudiants qui arrivent puissent en hériter et à leur tour créer des livres. Voilà. Donc c'est à la fois une structure active, mais en même temps qui se vidait. Vous imaginez une maison d'édition, à la fin de l'année, tout le monde s'en va. Et à la début de l'année suivante, tout le monde arrive. Voilà. Donc quelque chose d'un peu compliqué, c'est-à-dire que les étudiants ont un an pour s'investir, mais au bout de l'année, il faut qu'ils passent la main à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est à la fois super, mais en même temps, c'est un peu terrible de devoir franchir le cap et transmettre à quelqu'un. Voilà. C'était un peu le défi aussi de se dire comment on fait pour transmettre d'une année sur l'autre quelque chose qu'on a fait, auquel elles vont vous raconter, hein, ils vont vous le raconter. On s'attache beaucoup, tout en sachant qu'on n'est là que de passage. Hein, voilà. Le seul qui reste, c'est Papy Vincent qui reste et qui transmet aux uns et aux autres. Voilà. C'était un peu l'objet, c'est un peu unique en son genre. Il y a d'autres structures universitaires qui le font un peu. Nous, on a essayé d'imaginer la nôtre à ce niveau de licence 3. Voilà. Il faut m'arrêter, Anthony, parce que vous avez vu mon année, je peux parler, hein, c'est le côté, le syndrome du prof, quoi. Hein, voilà. Mais on adore ça, on vous a déjà reçu, David, et c'était à chaque fois il n'y avait pas autant de monde, hein. Il n'y avait pas autant de monde, il y avait plein de gens à la plage. Là. Hein, je suis impressionné, là. C'est vrai, c'est vrai. Et justement, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de monde, c'est que l'apprenti, ça intrigue, clairement, puisque on imagine les difficultés d'un éditeur indépendant comme vous, comme Benoît Viraud au Nouvel Attila. On sait à quel point la charge de travail est immense pour sortir différents livres. Et là, vous lancez des étudiants sur une année, voire un petit peu moins d'ailleurs, crise Covid sûrement oblige, à lancer des livres, un ou deux, pour le coup maintenant c'est deux. J'imagine que deux, c'est le maximum. On a fait trois. On a fait trois l'an dernier. Trois l'an dernier, d'accord. Et avant qu'on passe aux deux livres que tout le monde va nous présenter là, est-ce qu'on pourrait parler des autres livres, les quatre autres livres, que ce soit les Stevenson, Orczy ou Leblanc et Wharton, peut-être pour ceux qui ne nous ont pas connus tout simplement l'année dernière et l'année d'avant. Alors moi, je ne les ai pas parce que je viens de déménager, c'est le bordel, je ne sais plus sur mes livres, etc. Mais je les ai au fond de mon cœur. La bibliothèque est déjà là par contre. Hein. Voilà. Alors la première année, elles étaient 7. Donc c'est un chiffre magique, tout ça, c'était que des filles. Et donc, voilà, Constance nous le montre. Elle nous le montrera à l'envers, parce que c'est un livre un peu bizarre, parce qu'il est réversible. Voilà, là. Non, Juliette, il est à l'envers, là. Donc, la première année, elles étaient 7. On partait de rien. On n'avait rien du tout. On n'avait pas un sou, déjà. Je pense qu'il restait sur le compte de LitExpress 52 €, un truc comme ça. Voilà. Donc, on n'avait pas un sou, on n'avait rien. Et il fallait trouver un livre. Et miracle, dans mes lectures, je tombe sur une grande nouvelle d'Edith Wharton, donc grand écrivaine américaine du début du XXe siècle, amie d'Henry James, qui a séjourné en France, une New-Yorkaise qui a raconté comme ça, de façon très drôle, très impertinente, très insolente, la vie mondaine à New York. Et je suis tombé sur une nouvelle qui mettait en scène des dames qui se réunissent dans un salon pour parler littérature. Et dans la nouvelle, je me suis rendu compte qu'il y avait 7 protagonistes. Alors, ça, c'est un petit signe des dieux. Je me suis dit, il y a un truc. Voilà. 7 protagonistes pour 7 filles. Je leur ai proposé le texte. Elles ont dit, banco, on y va. On va être comme les filles de ce texte. Et alors, donc, l'intérêt, ça a été d'avoir un petit livre, hein, qui était une petite nouvelle. On n'avait pas de moyens beaucoup, donc on ne pouvait pas faire grand-chose. D'avoir un petit livre et d'en faire quelque chose. Le défi, c'était ça. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs défis à la fois. Il fallait à la fois trouver une idée, parce qu'éditer une nouvelle, ce n'est pas évident. La financer, trouver le moyen d'hériter des droits. Enfin, il y a eu plein de soucis. Et en fait, elles ont eu en même temps, c'est ce que vous disiez, Anthony, c'est que tout d'un coup, elles se retrouvaient, comme l'ont fait les étudiants cette année, à devoir tout faire en même temps. C'est-à-dire, on hérite d'un texte, on a envie d'en faire un livre, mais on ne sait pas par quel bout le prendre. Voilà. Et bien entendu, mon rôle à moi ne consistait pas à faire l'éditeur, hein, parce que moi, je suis éditeur de mon côté, etc. C'était de leur dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faudrait faire, voilà ce à quoi il faut penser. Voilà, attention, vous n'avez pas pensé à ci, vous n'avez pas pensé à ça. C'est d'être en permanence l'aiguillon et surtout de leur dire, c'est possible, on va y arriver. On n'a pas de sous, eh bien on va aller en chercher. Donc on s'est mis à
à trouver des moyens, à chercher des mécènes, à dire à la faculté qu'ils avaient de l'argent et plutôt que d'acheter de l'argent, de dépenser de l'argent à n'importe quoi, ils allaient le dépenser pour nous. Voilà. Donc ça a été le jeu conjointement. Et puis il a fallu aussi créer la structure éditoriale, c'est-à-dire lui trouver des tenants, le déclarer à la FNIL, enfin le déclarer un peu partout. Il a fallu faire tout ça. Et tout ça s'est fait conjointement. Voilà. Mais il y avait au milieu de tout ça un texte littéraire qui nous intéressait et qui était un texte très insolent et qui me paraissait coller vraiment bien à l'esprit de ce qu'on voulait faire. Voilà. Alors, si je dois raconter un peu l'histoire, c'est 7 dames qui reçoivent dans un salon à tour de rôle tous les 15 jours quelqu'un pour parler littérature. Ça se fait beaucoup, hein, c'est les clubs de littérature. Sauf qu'on est à New York au début du XXe siècle et que c'est à celle qui montrera à l'autre qu'elle est la meilleure, la plus intelligente, la plus fine, etc. Et elle décide d'inviter une femme écrivain très célèbre qui accepte de venir les voir et de discuter avec ses pain-bêches. Voilà. Et la soirée, le livre va nous raconter la soirée qu'elle va passer avec ces dames qui manifestent surtout une chose, c'est qu'elles sont les reines de la cuistrerie, elles n'ont rien lu, et que l'une d'entre elles va va lancer un sujet qui est Xingu. Est-ce que vous avez lu Xingu? Voilà. Et tout le monde est ennuyé parce que tout le monde veut faire croire qu'il a lu Xingu et personne ne sait ce que c'est. Voilà. Et le livre va être comment raconter une histoire autour de quelque chose dont personne ne sait ce que c'est et comment, au bout du compte, passer pour un imbécile sans en avoir l'air. Voilà. Et c'est vraiment un livre très, très amusant qu'on a voulu un peu montrer. Alors, ce qu'ont voulu faire les étudiantes, c'était, avec ce petit texte, de dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme valeur ajoutée. Voilà. Et alors, elles m'ont sorti du chapeau, elles disent on va faire une version bilingue. Bon, ok, quelle drôle d'idée. Voilà. Et puis ensuite, on va le faire dans les deux sens. C'est-à-dire, on va faire un livre. Dans un sens, il y aura le livre français, et dans le deuxième sens, il y aura le livre anglais. Voilà. Et là, je leur ai dit, non, vous êtes dingue, ça ne va pas marcher du tout, hein, c'est de la folie, ça ne marche jamais les livres comme ça. Et là, elles ont fait exactement ce que j'attendais, qu'ils ont dit, David, t'es gentil, tu nous laisses faire. Voilà. Non, elles ont dit, vous nous laissez faire, parce qu'elles ont du respect, mais vous voyez encore à l'époque. Et elles se sont lancées comme ça pour dire, on va faire un livre dans les deux sens, la traduction française et le texte d'origine. Voilà. Voilà. Et c'est un texte d'une insolence, d'une dronerie réelle qui me paraissait coller avec l'idée qui était la mienne, qui était si on débarque, qu'on est apprenti, qu'on est étudiant, on est à l'âge où on peut se permettre un peu ce qu'on veut, et on voulait un peu d'insolence comme ça. Voilà, donc on a commencé comme ça. Le premier texte est sorti. Alors il a fallu, je vous passe les détails, mais quand on sort un livre, le but c'était pas de se retrouver avec des cartons de livres dans un grenier et de dire qu'est-ce qu'on en fait. Donc on a cherché un diffuseur pour que le livre soit présent en librairie. Ça a été toute une histoire aussi. Là aussi j'ai fait jouer un peu mes petits réseaux. Et au bout du compte, on a trouvé un diffuseur et le jour venu, le livre devait sortir. Sauf que le livre n'avait pas été livré au bon dépôt. Mais ça, c'est les aventures des éditeurs, c'est qu'ils s'étaient trompés de dépôt. Donc, le jour de la sortie, les étudiants vont le chercher en librairie et là, on découvre qu'il n'a pas été mis en vente. Voilà. Et qu'il a fallu attendre 15 jours. Enfin, en fait, chaque année, les éditeurs, les éditrices, les apprentis et éditrices découvrent le monde de cagade que représente ce métier. C'est-à-dire que ce ne sont que des emmerdements à régler, hein, vous le confirmerez, les filles, après, et Tom, à régler à la suite, en permanence, pour éditer un malheureux livre. Voilà. Et c'est ça que je voulais en fait faire comprendre à ces jeunes, qui est l'édition, c'est un fantasme, c'est un plaisir, c'est la joie de faire sortir des textes, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail pour éditer un malheureux livre. Voilà. Je continue? Non, on repassera tout à l'heure pour les autres textes, justement, David, comme ça ponctuera aussi la parole des uns et des autres. On a deux groupes qui se distinguent aujourd'hui, même si on ne voudrait pas faire de séparation, mais on a le groupe des pougistes d'un côté, si j'ai bien compris, et le groupe Wells de l'autre. On va commencer peut-être par le groupe des pougistes avec Joali, Elisa, Louise et Nimue. Vous avez toutes, un rôle particulier dans ce texte-là. Alors déjà, avant toute chose, il faut quand même saluer le travail que vous avez fait parce que véritablement, il est assez incroyable et notamment au niveau du graphisme, parce que là, véritablement, si on ne dit pas que c'est un livre qui a été fait en aussi peu de temps, clairement, on ne le sait pas. Que ce soit sur les deux livres, véritablement, vous avez fait un travail incroyable. Mais vous êtes allé au-delà de simplement éditer un texte, puisque vous avez fait beaucoup de choses dedans. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais que ce soit tout simplement le travail avec la note des éditeurs, la mise en page, les insertions à chaque fois avec les dates qui étaient extrêmement récurrentes, l'index aussi du Beau Monde qui est magnifique, pour coller au plus proche justement du journal intime. Vous avez fait un travail incroyable. Maintenant, qui est tout simplement Liane de Pougy? On dirait les sœurs jumelles. C'est bon. Oui.
Je sais que tu sais tellement bien en parler que... Bah, avant de parler de Liane de Pougy, j'aimerais expliquer comment est-ce qu'on est arrivé à choisir un de ces textes. En fait, initialement, on voulait éditer une femme. Vraiment, on était parti dans la ligne un peu éditoriale de l'apprenti, de rester dans ces figures un peu oubliées, et notamment féminines, même si Edith Wharton n'est pas du tout méconnue. Son texte l'était, et on a voulu carrément prendre là une figure qui n'était que très peu connue, du moins de notre génération. Parce que je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup plus connue que ce que je pouvais imaginer. Et donc, on voulait éditer une femme. Moi, j'avais vraiment envie de parler de Violette le Duc, sauf que, comme David nous l'a dit, le fantasme, c'est de l'édition, on est vite rattrapé par la réalité. Il m'a dit, mais t'es folle, Violette le Duc, tous les droits sont à Gallimard, passe à autre chose. Enfin, vraiment, on ne s'imagine même pas ça. Et là, on a notre incroyable Louise, qui a fait des études littéraires, nous a parlé de Liane de Pougy, parce qu'elle avait étudié en licence et qu'elle avait vu Idylle Saffique. Elle a dit, écoutez, moi j'ai cette femme un peu folle, elle nous a juste dit que c'était une courtisane de la Belle Époque, vraiment entre la Belle Époque et les années folles, qui était bisexuelle, qui a fait plein de trucs dans sa vie, et je pense que ça peut être intéressant. Donc avec Elisa, on est allé à la bibliothèque à la Mériadiec pour aller voir le fond des patrimoines, et on leur a demandé tous les livres qu'ils avaient d'elle, que des super vieilles éditions, vraiment c'était assez incroyable de voir qu'elle avait été si peu éditée. Et on a découvert un personnage incroyable, enfin vraiment du coup une courtisane du beau monde qui a été dans les extrêmes tout du long de sa vie, qui a tout fait en fait. Elle a été auteure, elle a été danseuse, elle a été prostituée de luxe, elle a été femme, elle a été mère, elle a été divorcée, amante, bisexuelle, elle a vraiment tout fait. Elle était amie avec Cocteau, avec Sacha Guitry, avec des archéologues, ennemie de Colette. Ça, c'était un peu mon seul regret du personnage. Et puis, assez impressionnamment, elle a fait une grosse crise de culpabilité à la fin de sa vie. Elle est devenue nonne. Et elle s'est enfermée dans la religion et elle a passé son temps à culpabiliser sur tout ce qu'elle avait fait. Et donc ce personnage nous a énormément touchés parce que vraiment c'était à la fois la figure un peu fantasmée du féminisme qu'on avait, de voir qu'elle était aussi libérée pour cette époque, mais aussi de voir qu'elle était quand même rongée par la société, qu'elle était féminisme, mais avec un certain recul, on se rendait compte qu'elle avait quand même créé une revue qui s'appelait L'Art d'être jolie, où c'était vraiment tous les codes hyper stéréotypés de l'époque qu'elle imposait à la figure d'une courtisane ou même d'une femme mondaine en général. Et c'est vraiment voir une femme avec autant de contradictions qui nous a autant émerveillés. Donc voilà, c'est ça Liane de Pougy, c'est un immense bordel, si je puis m'exprimer ainsi, parce que ça s'y prête, et une personne incroyable. Alors, je ne sais pas si Joali ou Elisa veulent rebondir, mais ce livre-là, Mes cahiers bleus, justement, c'est quelle période de Liane de Pougy? Qu'est-ce qu'elle dit dans ce journal intime? Qu'est-ce qu'elle évoque? Quelle thématique elle aborde? Évoque un petit peu tout ce qui se passe vraiment dans le milieu demi-mondain de la Belle Époque et des années folles. Hein. On la suit vraiment au terme de nombreuses années. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir un petit peu justement comment ça se passait à l'époque entre les artistes du milieu. Elle était suivie, elle était la muse vraiment de très nombreux artistes. Ce qui nous a interpellés aussi, c'est que par exemple, Marcel Proust s'en est inspiré lui-même quand même pour créer le fameux personnage d'Odette de Crécy dans À la recherche du temps perdu. Et on s'est rendu compte vraiment au fil de la lecture qu'elle a inspiré beaucoup d'autres auteurs, des peintres, enfin elle posait nue aussi pour des peintres. Elle a fait énormément de choses vraiment dans sa vie et vraiment comme disait Nimue tout à l'heure, ce qu'on a voulu mettre en avant chez Liane de Pougy, c'est cette femme en fait vraiment pétrie de contradictions et cette femme qui est quelque part qui est contemporaine. Alors lui, ça s'est passé il y a très longtemps et finalement on a voulu la remettre au goût du jour parce que c'est tout à fait contemporain, on a le droit d'être, on a le droit, on a le devoir même en tant que femme d'être ce qu'on veut, de pouvoir passer par tellement de périodes dans notre vie, parce que comme elle le disait, elle a été mère aussi, malheureusement, bon, elle a perdu son fils durant la guerre. D'ailleurs, elle a eu beaucoup de regrets dans ce livre, elle en a pas mal parlé, enfin, elle a fait un passage qui était extrêmement émouvant, justement, où elle parlait de son fils en disant qu'elle ne l'a pas assez aimé et qu'elle a été plus femme que mère. Et ça, je pense que ça peut parler à de nombreuses personnes parce que il y a beaucoup de femmes qui se sentent justement femmes avant d'être mères et aussi l'inverse.
Et je pense que vraiment, Liane de Pougy, ce qu'on a vraiment, vraiment voulu mettre en avant en rééditant ses mémoires, c'est ça. C'est la femme d'hier, c'est la femme d'aujourd'hui. C'est une femme, tout simplement. Alors, par rapport à vos différentes casquettes, j'aimerais bien entendre Elisa sur le travail graphique parce que véritablement, elle est en train de faire la moue, mais, mais, mais Elisa, ce que tu as fait, c'est quand même assez faramineux de ce que j'en sais de l'édition, en tout cas. On parlera peut-être des difficultés financières parce que véritablement, on a deux ouvrages qui sont différents. On a le Wells qui est un petit peu plus petit, mais qui comporte des rabats. Donc j'imagine que la question financière a dû être importante aussi. De l'autre côté, la couverture du Pougy est beaucoup plus travaillée, beaucoup plus soignée avec cette reliure un petit peu dorée. Justement, j'imagine que ça a dû être pris en compte dans vos questions financières par rapport au coût de l'ouvrage. Oui, on a été assez ambitieuse de ce côté-là. Hein. On voulait à tout prix ce marquage à chaud. Et finalement, on a réussi à l'avoir, mais c'est aussi grâce à l'aide des gens qui ont participé à la cagnotte Litchi qu'on a faite. Et du coup, on est ravis parce que vraiment, on y tenait absolument. Et oui, en fait, tout simplement pour le graphisme de Mes Cahiers Bleus, j'avais envie, et on avait envie de témoigner surtout de l'époque des années folles, de la belle époque et des années folles. Et donc voilà, je me suis inspirée du célèbre affichiste Alphonse Mouchat pour ses illustrations d'art nouveau. Et voilà, j'avais envie de les mélanger avec des choses un peu plus, des choses un peu plus géométriques pour aussi témoigner des années folles. Et donc, on avait aussi parlé longuement de mettre en avant Liane de Pougy. Hein. C'est pour ça que elle est quand même assez importante sur la couverture, avec des symboles tels que sa couronne, pour évoquer qu'elle a été princesse, la croix autour du poignet pour évoquer la partie de sa vie où elle était plus religieuse, et le sein nu pour la partie de sa vie où elle était courtisane. Voilà. Donc, on a voulu mettre pas mal de symboles aussi dans cette couverture, et on en est assez contente. Et je peux vous dire que c'était des heures et des heures de Zoom. Hein. Vraiment, Elisa ne dormait plus, en fait. Hein. Ah oui, il y a des moments, je ne savais plus où donner de la tête. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé ensemble. Je leur ai envoyé plein de tests avant de définir cette couverture finale. Et voilà. Oui, et puis surtout, nous, on avait un regard extérieur. Du coup, on te disait, ah, ce serait bien si tu remontais un peu ça, tu baissais un peu ça. Et toi, tu disais, oui, enfin, je l'ai refait quand même 400 fois. Oui, il y a un moment, je vais le dire, ça me gonflait. J'étais, ah, mais ça ne leur va jamais. Moi-même, j'ai l'impression d'être perfectionniste. Mais alors, elle, c'est. Mais en fait, voilà, je suis contente qu'elle l'ait fait parce qu'aujourd'hui, on peut en être fière, je pense. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment, cette couverture. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais des fois, le moindre détail compte. Hein. Des fois, à 2 heures du matin, on s'envoyait, parce qu'on a un petit grain, hein, mais on s'envoyait vraiment des messages sur Messenger et on se disait, oh, écoute, la taille du chapelet, là, ça ne va pas. Moi, je vois un petit peu plus grand. Non, mais je pense qu'il faut mettre un petit peu plus petit et mettre le sein nu un peu plus en avant. Oui, mais dans ce cas, enfin, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était un travail de titan. Mais bon, on est passionné, donc on est là pour ça, hein, quelque part. Mais au final, c'est vrai que c'est du détail. Et ça, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte avant. Mais après, c'est un plaisir. Hein. C'est un plaisir une fois que la couverture est là, qu'on reçoit les livres. Mais c'est la frétillance ultime, quoi. Hein. C'est sûr. Le mot frétillant, c'était obligatoire ce soir, Joanie. Il fallait le placer. Tu me connais un peu. Très bien. Par rapport à tout ça, Louise, tu as fait la maquette de ce que j'ai, en tout cas, tu t'en as occupé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce travail-là, même si vous avez, j'imagine, travaillé tous les pôles ensemble, dis-nous en plus sur la maquette. Pour la charte graphique, donc ça a été vraiment un travail commun, notamment pour la police. Donc il me semble que c'est Nimue et Joëlie qui avaient lu un livre avec une police qui leur plaisait énormément. Donc, ça a été tout un travail pour retrouver le livre, retrouver la police. Donc, ça, c'était aussi un beau boulot. Mais
final, on l'a trouvée. Donc, c'était une police qui nous plaisait beaucoup. Elle avait pas mal d'empattement, donc ça correspondait à l'effet un peu journal qu'on voulait. Et après, donc ça a été beaucoup de travail aussi commun sur les pages de garde, les pages de fin, donc les relire, les relire, les faire lire. Donc ça, c'était chouette, mais c'était beaucoup de boulot. Et après, la maquette, moi, je l'ai fait parce que c'est ce que je fais, ce que j'ai appris cette année à faire pour mon apprentissage. Donc ça collait bien aussi avec ce que je faisais et ça avait plus de facilité, on va dire. Mais c'est vrai que quand on a vu que, parce qu'on on l'a fait à partir d'une édition de plomb, donc qui faisait 300 pages, et on avait choisi un format qu'on voulait juste au-dessus du poche. Et quand on a vu qu'il allait faire 420 pages, on s'est dit, on espère que si voilà, on fait un dos carré collé, le livre va pas s'effriter. Enfin, ça a posé d'autres questionnements, justement, une fois que vraiment on a la maquette, on a le nombre de pages. Est-ce que ça vous a tous inquiété, justement, ce nombre de pages? Je crois que c'est la première fois que l'apprenti publie Oui. un ouvrage aussi gros. Est-ce que ça vous a inquiété au niveau du coût, au niveau du financement? David, je ne sais pas, vous publiez souvent des livres beaucoup plus petits. J'ai dit qu'elles étaient dingues. Elle avait mal mesuré. Elle dit non, on a un petit budget, etc. Oui, non, mais tu vas voir, ça va rentrer. En plus, le grand jeu consistait en permanence à me pipoter en plus. Hein. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas derrière. Donc, on me disait tout va bien, etc. Alors, elles ont fait un marquage à chaud, doré. C'est les trucs luxueux, a priori. Hein. Donc, je lui dis, mais vous êtes bien sûr, on va se débrouiller, on va trouver des sous, tu vas voir. Enfin bon, voilà. Et puis au-dessus, j'avais les gens de l'IUT qui me disaient, mais 400 pages, qu'est-ce qu'on va faire des livres, etc. Bon, je leur ai dit, on fait confiance. Hein. Le principe, c'était on fait confiance, trouver des sous, surtout. Le problème, c'était si ça fait 400 pages, c'est très cher un livre de 400 pages. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut l'imprimer en grande quantité pour arriver à le rentabiliser. Voilà. Donc le jeu était là. Mais à partir du moment où elle ne lâchait pas ça, parce que c'est aussi le truc, c'est savoir jusqu'où elles veulent aller, quoi. Si je faisais un peu ou en disant attention et qu'elle faisait un pas en arrière, ça allait. Mais c'était à chaque fois que je faisais ou, bon, ça les inquiétait pas plus que ça. Voilà. Bon, il y a autre chose qu'elles n'ont pas dit aussi, qui est important, c'est que quand elles ont choisi Liane de Pougy, parce que c'est la première fois une année que des étudiants proposent. Habituellement, c'est moi qui propose les textes parce qu'ils n'ont pas. Elles sont arrivées avec leurs textes. Et puis elles se sont rendues compte en début d'année, elles ne disent pas les coquines, mais que le livre allait sortir chez un autre éditeur. Et alors là, c'était tard quand même, en janvier. C'est-à-dire que l'auteur arrivait dans le domaine public, et bien quelqu'un avait eu la même idée qu'elle, mais elle le sortait avant. Et alors là, moi, elle me dit ça, elle dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sort un livre alors qu'il va y avoir son concurrent? Et donc, un de leurs défis, ça a été aussi comment on peut éditer le même livre que les autres en faisant quelque chose de différent et qui vaille la peine. Et comme le concurrent, c'était un livre de poche, assez moche, elles ont pris le parti de dire bon, on va faire l'inverse, on va faire un beau livre assez joli, plus grand format, doré, on va enfiler plein les mirettes des potentiels clients pour justement renvoyer dans les cordes l'autre. Hein, il y avait cet aspect-là. Elle ne l'évoque pas, mais il y avait ce côté-là, il fallait défier, parce que sinon, moi j'aurais dit, mais laissez tomber, à quoi ça sert d'arriver avec un livre alors qu'il y a déjà le concurrent sur le marché? Voilà. Et ça, c'est des choses qui arrivent à tous les éditeurs. Hein. Combien de fois ça m'est arrivé d'arriver de vouloir faire un livre et de me rendre compte que quelqu'un avait été plus rapide que moi. Mais elles ont continué. Alors, maintenant, le livre n'est pas encore sorti, enfin, il va sortir, mais comment ça va se passer pour arriver à montrer que il va tenir la dragée haute à son concurrent. Voilà. On rappelle que le livre est sorti le 7 mai. Oui, c'est vrai. Non, le 14 mai. Le 14 non, mai. Alors... Bravo les professeurs, hein, c'est là qu'on voit quand même un manque de sérieux évident. Il faudra alors changer les dates. Joalie, je n'ai pas encore mis la note, vous savez, de fin d'année, parce que vous allez être noté pour ce travail-là. Pardon, je ne sais pas. Donc, moi, je peux encore tout faire. Je peux vous casser la licence pro, si vous voulez. Là, je vous mets 5, c'est fini. Hein. Alors, on est gentil avec moi pendant encore 1 mois et demi. Hein. Je retire ce que j'ai dit. Et le Wells n'est pas encore sorti. Il sort le 26 mai. Ça, on est d'accord. Voilà, ouais, c'est ça. Bon, parfait. Jean-Marc. Oui, bonsoir à tous. Puisque vous parliez de la sortie prochaine, je voulais savoir, David et tous les étudiantes et étudiants qui étaient là, si vous y allez jusqu'au bout de la chaîne, c'est-à-dire si vous aviez aussi appréhendé avec l'équipe toute la partie diffusion et distribution. Est-ce que vous avez participé au pitch des représentants de votre diffuseur? Est-ce que vous êtes allé rencontrer quelques libraires pour leur présenter en amont? Qui plus est, si justement il y avait un livre concurrent, parti là.
Alors justement, c'est ça qui est quelque part intéressant aussi hein, dans l'apprenti, c'est que non, on s'occupe voilà, de tout ce qui est communication après par la suite, donc ça va être un petit peu à nous quand même d'aller chercher, on va dire, les libraires, parce qu'évidemment, on n'a pas de représentants, toujours ce petit budget, voilà. Pauvres étudiants comme ça. Joali, il faudrait que quelqu'un d'entre vous aborde le côté, c'est ce que veut dire Jean-Marc, qui est que vous avez fonctionné comme un véritable éditeur, c'est-à-dire que vous avez fait exister le livre avant qu'il existe en le présentant à un diffuseur. Enfin, ce n'est pas de l'édition artisanale complète, puisque ce n'est pas vous qui allez vendre le livre. Hein. Il y a quelqu'un qui le vend et que vous avez dû faire ce travail de séduire le diffuseur pour qu'il ait envie de vendre le livre. C'est ça qu'il faudrait raconter, je pense. Qui c'est qui était là à la réunion? C'est Roxane. Enfin, pour le coup, j'étais là aussi, oui. Racontez, parce que l'expérience, se retrouver. Habituellement, on le fait en réel, mais là, elles se sont retrouvées en visio face à des gens qu'elles ne connaissaient pas. Ils étaient, je ne sais pas combien, dans une pièce, et vas-y, je me lâche et je fais mon petit numéro, quoi. C'est ça, on ne nous avait même pas forcément prévenu que c'était une réunion pour présenter nos livres. On nous a dit, on fait une réunion, il faut que vous soyez là. D'accord. Donc, nous, on n'avait pas forcément préparé quoi que ce soit. Et du coup, il a fallu... on avait déjà nos arguments de vente en tête quand même pour séduire un peu notre diffuseur-distributeur. Et du coup, il a fallu mettre tout ça en avant pour que nos livres leur fassent envie et qu'ils puissent bien les défendre après en librairie. Alors, c'est vrai qu'après, ça a été très compliqué parce qu'il y a eu les confinements, etc. et qu'ils n'ont pas pu forcément se déplacer en librairie pour pouvoir les présenter. Nous, on a eu quelques déplacements dans les librairies bordelaises, mais c'est vrai qu'entre nos apprentissages, les confinements, etc., ça n'a pas forcément été très évident pour pouvoir le faire, mais on s'occupe quand même là de recontacter un peu tout le monde pour redonner envie qu'ils prennent nos livres et qu'ils les vendent, quoi. Oui, parce que faut être honnête, hein. La situation est très compliquée pour les étudiants. C'est-à-dire que je fais le prof, mais il faut en même temps qu'ils fassent un apprentissage. Donc, la moitié du temps, ils sont au boulot quelque part, avec un patron qui leur demande de travailler tout le temps. Le reste du temps, il faut faire des études. Chaque prof leur donne un devoir à faire ou un partiel. Même parfois des profs qui n'ont jamais vu, parce que les profs ne font même pas de Zoom. Et en même temps, il faut s'occuper de la vie d'un livre et le faire exister comme un éditeur, c'est-à-dire contacter la presse, contacter les libraires, contacter les influenceurs, regarder si le livre sort, s'occuper de la diffusion. C'est ce qui est un boulot énorme. Et il faut tout faire en même temps. Voilà. Et c'est aussi un des défis de cette maison d'édition, qui est comment arriver à faire ça alors qu'on a mille autres choses à faire. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qui on va réussir à toucher? Et puis surtout, on a fait beaucoup de travail. Elles ont été super pour présenter le livre au prêt, mais les représentants, ils sont dans une situation où ils ne peuvent même pas voir les libraires. C'est-à-dire qu'ils envoient des arguments terre aux libraires qui mettent 1, 2 ou rien du tout. Voilà. Et faire vivre un livre comme ça est très, très compliqué. Voilà. Et là, elles vont rentrer, en fait, ce que je leur dis depuis le début, c'est que le livre, le faire, c'est dur, mais c'est enthousiasmant, tout ça. Le plus dur commence maintenant. C'est-à-dire comment faire pour que le livre existe et trouve son public et ne reste pas dans les cartons. Et c'est là où l'enjeu est de taille. C'est-à-dire comment faire pour qu'il existe, hein, pour qu'il sorte et qu'il ait des lecteurs. C'était un peu le sens de ma question, en fait, de dire que est-ce que vous leur appreniez que finalement, ce qu'elles avaient fait, c'était presque le plus facile, quoi? Je le dis presque comme ça au début, mais alors c'est tellement compliqué aussi que je ne le dis pas trop. Mais souvent, je dis la partie commerciale. En fait, on est un éditeur le moment où on vend ses livres. Voilà. Les faire, plein de gens savent en faire. Elles ont mis beaucoup d'énergie excuse-moi, Tom. Hein. Elles ont beaucoup d'énergie à le faire, mais en fait, la dépense d'énergie, l'endroit où ça va consommer beaucoup d'essence, là, c'est maintenant. C'est-à-dire le moment où le livre sort, là, il est sorti le 14 mai. Il y a des problèmes à la diffusion, à la distribution en plus, parce qu'on n'a pas un gros distributeur. Donc, il y a des tas de soucis. En plus, la directrice commerciale vient de se faire virer. Enfin, il y a tout, quoi. Chaque année, il y a un problème. Là, elles en ont un. Voilà. Et qu'il va falloir aller voir les libraires en leur disant « Pourquoi vous n'avez pas mon livre ? Il est bien, mon livre, commandez-le. » Voilà. Et cette façon de le faire exister. Et puis, des clients vont débarquer en librairie en demandant le livre et les libraires vont leur dire « Je ne connais pas l'apprenti. Hein. D'où ils sortent. » Voilà. Il y a tout cet aspect-là qui est rude à vivre. Et puis, elles n'ont que 3 mois pour le faire. C'est-à-dire qu'en septembre, elles vont passer le relais à d'autres. Hein. Et donc, ça fait très peu de temps pour faire vivre son livre. Voilà. Et ça, c'est le vrai défi aussi de l'année, qui est comment faire pour faire vivre son livre en si peu de temps. Karine ? Oui, bonjour à tous. Est-ce que ça serait possible de nous parler un petit peu de la préface de ce roman ? Oui, salut Karine.
Eh ben, écoute, nous, on a vraiment voulu que ce soit Frank Buis, parce que au départ, c'était la première chose qui nous est venue, c'est on voulait un homme pour parler d'une femme. On s'est dit qui mieux qu'un homme finalement pour parler d'une femme. Et même en fait, si l'époque, elle était importante, parce qu'on était toutes vraiment assez intéressées, en tout cas notre groupe, par voilà, la belle époque et les années folles, on voulait quelque chose de beaucoup plus littéraire qu'historique. Hein, donc vraiment un auteur, quelqu'un qui ait une belle plume, qui sache vraiment faire entendre la femme quelque part aux multiples visages qui était Liane de Pougy. Et on a vraiment beaucoup aimé d'ailleurs que ce soit Frank Buis dans sa préface, l'a tellement bien dit. Il a intitulé ça Les métamorphoses d'une liane, et c'est exactement ça. Et il s'est imposé très vite. Moi, j'avais déjà eu l'occasion, j'avais eu la chance de le rencontrer au Festival du Livre il y a 2 ans, je crois, si je ne me trompe pas, et l'occasion d'échanger un petit peu avec lui par la suite, du coup. Et en fait, on a tout un petit peu exposé nos idées quand on a commencé à se dire, bon, qui c'est le fameux moment, qui va nous faire la préface, comment ça va se passer. Ça, c'est vrai que c'est un moment aussi intense. Et alors, c'est vrai que j'avais proposé Frank Buis, que Nimue aussi aime beaucoup, hein, elle adore aussi les romans de Frank Buis, les filles connaissaient aussi. Et on s'est dit, en fait, on a donc chacun exposé ses idées. Et finalement, c'est vrai que c'est tombé sur le lyrisme de la plume de Franck, quelque part. Et Elisa et Louise nous ont fait confiance. On s'est fait confiance, en fait. Et voilà, c'est un peu ça le travail éditorial, c'est vraiment de se faire confiance. Et vraiment, ça tombait sous le sens que ce soit finalement Frank Buis qui écrive ça. Et alors, c'est pas parce qu'il nous a écrit la préface, mais vraiment, voilà, je la trouve très belle. Et il a vraiment, vraiment su en parler et donner vraiment mouvement à l'idée quelque part qu'on avait, nous, de Liane, quand il nous a renvoyé la préface. On était hyper heureuse, je veux dire, on sautait dans tous les sens, on s'est dit, voilà, c'est exactement ce qu'on voulait dire de Liane de Pougy, c'est exactement ce qu'on voulait montrer en rééditant Liane de Pougy, en rééditant cette femme. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, et puis Si, c'est justement parce que c'était une plume assez exceptionnelle et je trouvais ça incroyable d'avoir réussi à le convaincre. Donc, bravo. Il a été très généreux d'ailleurs parce qu'il nous l'a faite gracieusement. Donc, voilà, il y avait un truc amusant parce qu'elles avaient ce truc, elles viennent en cours un jour, elles me disent, ça y est, on va peut-être avoir une préface de Frank Buis. Waouh, comment vous allez faire? C'est bizarre. Bon, on est toujours un peu sceptique, hein, parce qu'on avait pas, voilà. Et le coup, c'était, on le dit au diffuseur, il dit, mais c'est un super argument, Frank Buis, quand on va dire au libraire, il y a Frank Buis. Sauf que, c'était pas sûr. Voilà. Donc on leur disait, mais mettez-le sur la couverture, mettez-le sur l'argumentaire. Elles disaient, mais on va le mettre, mais s'il nous le fait pas, on fait quoi? Alors c'était voilà, toujours été jusqu'au bout, il fallait attendre. Moi je leur dis, est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le dit pas? Est-ce que voilà, si on annonce Frank Buis partout et qu'au dernier moment il dit j'ai pas le temps, il y avait aussi ce petit suspense qui était, on obtient une grande signature qui légitime le projet et on n'est pas sûr de l'avoir. Voilà. Alors heureusement, Joali a fait des pieds et des mains, surtout des mains, pour l'obtenir. Mais voilà, c'est l'enthousiasme de la jeunesse. Je pense que Buis a été, je pense, aussi séduit par cette sorte de ferveur de jeunesse de dire, après tout, pourquoi on ne demanderait pas à Frank Buis, un homme, de parler d'une femme, quoi. Une femme qui a beaucoup aimé les hommes, hein, et les femmes. Mais voilà, qui est cette dimension-là. Et c'est la première année qu'on a quelqu'un qui ose, qu'on ose comme ça solliciter quelqu'un d'important. Parfait. Alors, on parlera peut-être des questions communes aux deux groupes tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on passe à l'ouvrage de Wells. Pour le coup, c'est donc 4 nouvelles traduites par Romane Baleno, Juliette Bizali et Élise Tellier, et la préface de Véronique Béguin, qui est donc professeure, je crois, aussi à l'IUT, et traductrice. Pas professeur à l'IUT? Pas à l'IUT, professeur. À l'Université Bordeaux-Montaigne. D'accord, donc on reste à Bordeaux. Justement, alors pourquoi avoir choisi d'éditer Wells, Constance par exemple, puisque je sais que tu le portes haut et fièrement, ce livre-là, voilà. Et malheureusement, il y a quand même mon nom dedans. Voilà. On ne voit pas en visio les précisions de la couverture, mais il y a ce petit cercle, ces cercles qui se mettent. Ouais, voilà, magnifique. Yes. Alors pourquoi justement Wells? Wells parce que c'est un grand nom de la science-fiction, mais qu'il est surtout très très connu pour ses romans et pas du tout pour ses nouvelles et pour plein d'autres choses qu'il a fait. Donc David Vincent nous avait
proposé des livres au tout début de l'année à regarder pour savoir ce qu'on voulait éditer, etc. Donc, c'est vrai que Tom aimait beaucoup la science-fiction. Moi, je sais que ce n'est pas du tout mon univers, mais justement, je me suis dit pourquoi pas aller dans les retranchements. C'est une bonne occasion. Et en fait, finalement, en trouvant l'idée de retraduire ces textes qui étaient peut-être un peu vétustes et que... Comme une vieille maison. Non, mais alors, au tout début, Désuet. on s'est dit... Oui, désuet, hein, dirons-nous. On s'est dit, il y a quand même des termes un peu racistes dans les nouvelles. Finalement, on s'est dit, il faudrait peut-être recontextualiser plutôt que retraduire. Il y a eu beaucoup de questionnements là-dessus. Et puis, on s'est rendu compte que par rapport aux textes originaux de Wells, le traducteur français avait pris d'énormes libertés sur les textes. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, pourquoi pas retraduire. En plus, c'est un super argument de vente. Donc voilà, on a contacté Véronique Béguin, justement, qui s'occupe du master traduction pour l'édition à l'Université Bordeaux-Montaigne, avec qui on a eu des grandes discussions sur la rémunération des traducteurs, parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même très important. Et finalement, du coup, on a eu 3 traductrices qui étaient intéressées, 3 étudiantes traductrices qui étaient intéressées. Donc voilà, on a collaboré ensemble sur ce beau projet. Alors justement, ce travail avec les traductrices, est-ce qu'elles vous envoyaient régulièrement les textes ou au contraire, tout s'est fait à la fin, elle vous a proposé? Est-ce que vous avez corrigé? Est-ce que vous avez vérifié quand même? Je ne connais pas vos compétences et connaissances linguistiques, mais j'imagine que vous avez quand même vérifié les corrections et en tout cas le texte initial pour vous faire une idée. Alors du coup, en fait, on a déjà fait une réunion Zoom avec chacune d'entre elles à mi-parcours de leur traduction pour savoir si elles étaient confrontées à des gros problèmes ou pas. Il y a eu un problème où c'était dans la traduction, c'était abat-jour et on ne comprenait pas le sens et les traductrices non plus. Donc on a essayé de trouver des solutions. Même entre elles, elles se sont aidées sur certains problèmes justement comme ça. Et puis après, elles nous ont envoyé leurs textes finaux qu'on a corrigés, qu'on a revus avec elles, etc. Voilà, il y a eu plusieurs allers-retours avec David Vincent aussi, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas une très, très grande expérience de correction. Alors, on est certains à en faire en apprentissage, mais pas tout le monde. Et puis, on débute, donc forcément, il y a quelques loupés parfois. Et c'est vrai que, donc voilà, on a eu l'aide de David Vincent qui est venu regarder quand même un peu nos textes pour qu'on... Alors, si je peux me permettre d'intervenir, hein, c'était un vrai défi. Hein. Alors, Véronique Béguin, l'on citait, c'est une grande traductrice, hein, c'est la nouvelle traductrice d'Orwell. C'est quelqu'un qui a une vraie assise, donc c'est pas uniquement, là pour le coup, je me moquais des profs d'université, c'est pas qu'une prof, c'est une vraie traductrice. Donc les étudiants qu'elle a, qui sont en master 2, sont des gens qu'on forme à devenir des professionnels de la traduction. Voilà. Donc l'idée des 4 étudiants qui s'occupaient de Wells, c'était on va aller voir des futurs professionnels, mais ils sont encore en formation. Donc il y avait quand même un risque. Hein. Et donc on leur confie des textes et on a un risque, surtout avec 3 personnes différentes, que les 3 traductions soient ou loupées, ou réussies, ou incertaines, etc. Il y avait un vrai risque. Moi, j'ai pointé très, très tôt un risque, qui était ça peut être loupé. Et il y avait un grand danger hein, sur ce titre-là. Elle ne vous raconte pas, mais le calendrier a été... bon, il y a eu des nuits très courtes hein, pour certains. Hein. Tom a monté le livre, je pense, 2 jours avant le départ à l'impression, hein, parce qu'il fallait encore changer des choses. Voilà. Et ils ont découvert une chose terrible, qui est que la traduction en édition, c'est très compliqué. Quand vous faites un auteur français, vous le traduisez, vous pouvez échanger avec lui, vous pouvez le remettre dans la boîte, tout ça, échanger. Quand vous avez un texte ancien et que vous avez un intermédiaire, un médium qui est le traducteur, tout est différent. Parce que le traducteur, il fait une œuvre de création, véritablement. Il a le sentiment que c'est son travail et il faut rentrer dans son travail et lui dire « ça ne va pas ». Alors là, j'ai vu beaucoup de timidité de la part de mes étudiants qui ont dit « on n'ose pas leur dire les choses, est-ce qu'on peut dire ça, gna gna ». Voilà. Il y a une traductrice qui était très bonne, et les autres étaient moins bons. Alors là, j'ai dit, je prends ma responsabilité, je n'ai pas envie qu'on balance une traduction qui ne soit pas bonne, et on a retaillé la traduction dedans. Voilà. Parce qu'il fallait uniformiser, il fallait que ce soit intéressant, etc. Mais c'est un énorme travail, c'est-à-dire de dire à quelqu'un, est-ce que ça va ou pas. Alors il y a une traductrice, c'était amusant, qui était beaucoup plus mûre que les autres, et qui bataillait en disant, mais moi, je ne veux pas que vous me changiez ce mot-là, etc. Et là, il fallait que je prenne ma grosse voix en disant, mademoiselle, écoutez, j'ai 30 ans de métier, bon, voilà. Il y avait cet aspect-là. Et là elles ont découvert, hein, Tom et elle ont découvert que ce n'est pas évident que ça de traduire. Et surtout, un auteur ancien,
qui est plus là pour se défendre, qui parle d'une époque qui a changé. Hein. Alors, parce qu'un truc qui les a étonnés, c'était mais putain, ce vieux cochon de Wells, mais il parle il est raciste, il est sexiste. Oui, je leur disais, mais oui, mais c'est un auteur du 19e. Hein. On ne peut pas le réécrire. Hein. Donc, on peut l'aménager, mais on ne peut pas le réécrire. Et ça les choquait de dire, mais comment on va faire, comment on peut employer ce mot-là, etc. Et tout l'enjeu était comment faire pour ne pas trahir Wells et en même temps le rendre contemporain, accessible à des lecteurs d'aujourd'hui. Voilà. Je pense que la mission a été plutôt bien accomplie. Mais très honnêtement, ça a été tendu jusqu'au bout. Hein. C'est le projet qui m'a fait flipper, moi. Parce que 3 semaines avant, le texte n'était pas bon, quoi. Enfin, il n'était pas prêt à partir à l'impression. Et clairement, il y a une difficulté supplémentaire, vous en parliez, les 3 traductrices, ces 3 voix différentes, donc l'uniformisation de la traduction, elle est forcément différente aussi, donc ça aussi, ça a dû être un sacré défi d'uniformiser tout ça. Honnêtement, c'est même un défi impossible à remplir. Hein, c'est-à-dire que la traduction, c'est passionnant à faire. Hein. Je pense que ça les a passionnés, les étudiants, hein, de se rendre compte que quand on lit des textes étrangers, tout le travail qu'il y a derrière est invisible. Et là, quand on se colle à un texte, on se rend compte que c'est un énorme travail. Et alors, lisser 4 traductions différentes, là, il y avait 4 textes, honnêtement, c'était mission impossible. Parce qu'il y en a une qui était vraiment très bonne, vraiment très très bonne, qui avait l'instinct, et les autres qui étaient plus timides. Donc, ceux-là, il fallait leur dire, ben non, là, allez, le temps n'est pas bon, ou il faut remettre le truc, ou il faut remettre du rythme. Et c'est là où l'éditeur s'engage, c'est là où éditer de la littérature étrangère, c'est un travail éditorial fort. C'est de dire, je m'implique dans la traduction. Je suis capable de dire, là, le temps que vous utilisez n'est pas bon. Là, je trouve que ça manque de jus. Voilà. Alors, elles l'ont fait. Alors, parfois, je me souviens de Constance en train de m'envoyer des messages. On n'en peut plus. La traductrice, elle est méchante. Elle nous parle mal. En plus, elle veut se faire payer. Alors qu'on avait négocié pour ne pas payer, etc. Voilà. Il y avait une vraie tension, hein, parce que la traductrice, dès qu'elle sentait que les apprentis la poussaient un peu, elle rappelait je vous rappelle que je fais ça gratuitement. Voilà. Et ça crée une drôle de tension, parce qu'en permanence, je me souviens de Constance en train de me dire mais qu'est-ce que je peux répondre à ça, quoi. Alors un jour, je dis je vais l'appeler, hein, la demoiselle, je vais l'appeler. Voilà. Mais voilà, et ça, c'est les surprises. C'est les surprises du métier. C'est-à-dire que là, les apprentis découvraient que, OK, on a une super idée, on fait retraduire, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà. Et puis, d'autant que Véronique Béguin, elle les a pas aidés. Hein. Alors, elle a lu la traduction, elle a dit, c'est pas terrible. Et puis après, bon, voilà. On a bien fait de ne pas inviter les traductrices. Un autre sujet, parce que vous auriez la version de l'autre côté, parce que moi, ce que je n'ai pas dit aux apprentis, c'est ce qu'on me disait de l'autre côté. Hein. Ils nous pressent, ils sont super, ils nous harcèlent, on nous écrit 2 fois par jour, alors que moi on me disait non, mais elles ne répondent pas à mes mails. Alors Constance envoyait 1 mail, 2 mails, 3 mails, et l'autre elle m'écrivait en me disant vous ne pouvez pas lui dire de me laisser tranquille. et alors, en plus, c'est ça, et vous aviez des délais à respecter, donc forcément il fallait agir vite. Et vous ne pouviez pas au dernier moment changer de traductrice, donc vous étiez aussi un petit peu pris par cela et forcément ça a dû être très compliqué. Et puis comme on disait, comme David Vincent le disait tout à l'heure, nous on a dû faire ça en plus de nos devoirs, en plus des partiels, mais elles aussi, et notamment leur mémoire. Leur mémoire, c'est je ne sais plus combien de feuillets de traduction à rendre en une année. C'est un truc incroyable. Et elles se sont rajoutées cette charge de travail. Enfin, heureusement, parce que du coup, on a pu sortir notre livre, etc. Mais c'est vrai on ne pensait pas toujours qu'elles aussi, elles avaient des devoirs et qu'il y avait tout ça à faire, quoi. Oui, mais en même temps, c'est une chance que vous leur avez donnée. Hein. Elles ont bien compris que vous ne les payez pas. Et j'ai dû leur rappeler que vous non plus n'étiez pas payés. Hein. De rien, personne n'est payé là-dedans. Hein. Voilà. Vous pourriez imaginer que moi je suis payé, mais bon, par rapport au temps que j'y passe, je ne vous dis pas. Mais personne n'était payé là-dedans, mais qu'elles avaient un intérêt. Et qu'en même temps, elles disaient, c'est vrai que c'est une chance pour nous. Et à telle preuve que la traductrice qui est pénible, que Constance trouvait pénible, tout ça, moi je vais la faire travailler maintenant. C'est-à-dire que moi je l'ai rencontrée, je trouve qu'elle travaille bien. Et pour elle, c'est un tel marchepied qu'elle va faire une traduction pour moi. Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment, elle était très professionnelle, voyez. Et que moi, ce que j'ai aimé, c'est que la façon qu'elle avait de défendre son bout de gras et de dire non, je ne vous laisse pas faire. Si je crois à quelque chose, et elle faisait des textes comme ça pour justifier l'emploi de tel mot. Et que je trouvais que c'était très professionnel, ça. Voilà. Donc, vous voyez, l'air de rien, malgré la difficulté, la fameuse traductrice qui doit élever des chèvres, non, elle n'élève pas des chèvres. Maintenant, elle a compris. Et moi, ce qui me plaît, c'est que les apprentis, l'air de rien, avec cette idée d'aller chercher des traducteurs dans la faculté à côté, c'était on tisse un lien entre des gens qui sont
à qui, a priori, la société ne fait pas encore confiance en leur disant « vous êtes étudiant ». Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire ils sont étudiantes, certes, mais ils ont du culot, elles ont de l'intérêt, elles ont de la passion, et ça vaut absolument tous les diplômes et toute l'expérience. Et ça l'a prouvé, c'est-à-dire en allant chercher des néo-traducteurs, alors qu'elles auraient pu, l'année précédente, ça avait été le cas, on était allé chercher quelqu'un de confirmé. Là, elles ont dit, on va aller chercher quelqu'un qui est comme nous, qui n'est pas confirmé, mais qui va compenser son manque d'expérience par un investissement, parce que malgré le travail qu'ils ont à côté, ils vont le faire. Voilà, vous voyez, je suis fervent. Et puis, il faut savoir qu'elles avaient besoin de nous aussi parce que les traducteurs, pour avoir droit aux aides de traduction, il faut qu'ils aient déjà publié un texte avant de demander cette aide. Et du coup, voilà, maintenant, elles ont toutes les trois au moins un texte à leur actif et elles pourront bénéficier, candidater à ces aides. Voilà, elles pourront rentrer dans les petites cases pour en bénéficier, quoi. Tout à fait. Oui, et puis ça permet aussi de faire une sorte de double apprenti, un crossover entre les apprentis traductrices et nous, et on apprend tous ensemble. On était sur la même échelle au moins, quoi. On pouvait discuter d'égal à égal, entre guillemets, même si nous, on avait un rôle un peu plus où il fallait tout chapeauter, etc. Voilà. Vous avez surtout c'est ce qui était intéressant, vous avez une responsabilité. C'est-à-dire qu'au bout du compte, le livre doit sortir. On avait une responsabilité par rapport au distributeur, par rapport au libraire à qui on dit telle date. C'est ça qui est étonnant dans le livre, c'est que quand un livre sort à une date, qu'il va sortir fin mai, le livre, il est dans les tuyaux depuis des mois et que le compte à rebours avance. Et régulièrement, je disais, attention, le rétroplanning, vous en êtes tout. Et que là, en se rajoutant cet élément de traduction, on rajoutait un étage de plus à la fusée. Elle allait être encore plus lourde à faire décoller. C'est là où la tension était très forte. Mais la fusée était plus lourde, mais plus intéressante, parce qu'on aurait pu reprendre une vieille traduction d'avant-guerre. Et comme l'a dit Constance, les vieilles traductions, à l'époque, les traducteurs, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Un passage qui n'était pas très compréhensible, allez, on sautait, et puis ce n'était pas grave. Et là, au contraire, parce qu'il y a une conscience maintenant chez les étudiants et chez les éditeurs de dire on va respecter le texte d'origine, donc on va aller coller, on va demander à quelqu'un d'aller vraiment regarder le texte tel qu'il est. À noter que dans la préface, d'ailleurs, qui est très bien réussie de Véronique Béguin, elle parle de ce traducteur Henri Desvrais. Oui. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, Wells faisait l'éloge justement des traducteurs français pour le coup. Donc, j'ai trouvé la préface qui contextualisait très bien justement l'ouvrage. Ça, c'était très intéressant de commencer, pour ceux qui n'ont jamais lu Wells, en tout cas de se plonger déjà dans cette préface-là. Ma question serait pour Juliette, parce que Juliette est apparemment la trésorière et c'est le nerf de la guerre pour le coup dans l'édition. Comment as-tu géré cette partie-là? Comment l'argent est entré en ligne de compte? Est-ce que tu as été sévère ou au contraire tu as laissé un petit peu les vannes ouvertes pour pouvoir faire un petit peu ce que vous vouliez, notamment sur les rabats qui, j'imagine, ont pris de la place? Alors, moi, je n'étais pas du tout sévère par rapport à ça. Juste, on a trouvé des solutions pour éditer ce qu'on voulait. Et notamment, je pense aux lianes de Pougy qui coûtaient plus cher que le Wells, parce que même s'il n'y a pas de rabat, il y a 400 pages de marquage à chaud et tout ça. Mais déjà, au niveau de... En fait, on a choisi des textes qui étaient libres de droit, donc, pour ne pas avoir à payer les auteurs, évidemment. Donc, ça... C'est un coût vraiment en moins. Après, voilà, on a fait en sorte de pouvoir faire ce qu'on voulait et de se débrouiller un peu avec l'argent. Donc, on a créé une cagnotte, on a eu 1100 € à peu près, donc, qui a très bien marché, on est super contents. On a aussi un peu d'argent, des livres de l'année dernière, des années précédentes. Voilà, on se paye comme ça. Et puis l'université qui nous aide aussi un petit peu. Et comme David disait tout à l'heure, donc c'est la première promotion de l'apprenti qui a fait en sorte de trouver des mécènes en fait pour nous aider à publier ces livres. Et donc on a une librairie une gérante d'une librairie à Bordeaux qui s'appelle La Machine à lire, et donc Hélène de Lignery qui travaille dans cette librairie, nous donne gracieusement un peu d'argent pour notre projet, donc c'est très chouette. Et donc voilà, donc on a fait en sorte de pouvoir vraiment faire ce qu'on voulait. Après voilà, les rabats ont coûté
forcément plus cher, mais nous, on est très contents, on ne s'est pas du tout restreint, enfin, même si au début, il y avait un peu un projet de faire un livre jeunesse, mais bon, qui est tombé à l'eau, tout ça, et aussi par rapport à l'argent, parce que forcément, ça coûte aussi beaucoup plus cher de faire un livre, ça aurait été un album, donc un livre illustré et tout ça. Mais voilà, donc c'est mon chat aussi de publier des romans, évidemment. Alors, ce qu'elle ne précise pas, Juliette, c'est que, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est que les pougistes, parce qu'elle s'appelle les pougistes, hein, y a les pongistes et puis il y a les pougistes. Et les pougistes, d'entrée, ont culpabilisé un petit peu, à dire notre livre est gros, il va coûter cher. Et alors que le Wells, il est petit, il va rien coûter. Donc il y a eu un peu côté du style, alors on va pas faire de rabat, ça coûte cher, mais les Wells, on dit, ben nous on va faire un rabat. Voilà. C'était une sorte de, on compense. Nous on fait un gros livre, alors vous allez faire un livre plus chic. Enfin voilà. Et j'ai trouvé ça assez étonnant parce que l'année précédente, ils étaient tous, il y avait 3 groupes et ils se tiraient la bourre. Hein. C'était celui qui, c'était pas terrible, c'était une compétition. Alors que là, ils ont été plutôt en bonne entente, c'est-à-dire de dire on veut pas avoir l'air de dépenser plus. Et puis, comme le raconte Juliette, ils ont dit ça va nous coûter plus d'argent que ce qu'on avait accumulé parce que nous depuis 2 ans on accumule de l'argent, depuis 3 ans on accumule de l'argent. Donc on va essayer d'aller trouver de l'argent en dehors. Et on va faire une cagnotte parce qu'on culpabilise à l'idée de dépenser trop d'argent. Et j'ai trouvé que c'est-à-dire ne pas fonctionner en consommateur, mais en acteur. C'est de dire on ne va pas dépenser l'argent qu'il y a, on va essayer d'aller en chercher de notre côté. Parce qu'effectivement, l'intérêt pour nous, c'est que la 4e génération qui va arriver en septembre n'arrive pas avec des caisses vides, quoi, en disant la 3e génération, ils ont vidé les caisses, nous, on n'a plus rien. Voilà. Et le principe aussi, que je leur explique en début d'année, c'est qu'il faut que le projet soit rentable et ne fasse pas perdre d'argent, et que donc, à ce titre, il faut que vous soyez économe à tous les postes. Voilà. Et elles ont eu ça, les étudiants, les apprentis ont eu ça en tête toute l'année, qui est on est responsable de ça, on n'est pas juste des gens qui faisons un projet financé par la faculté. Ce n'était pas l'objet. Hein. Donc, régulièrement, il faut faire les factures, il faut suivre, il faut voir où on en est, où en sont les sous, etc. Et ça c'est un aspect intéressant parce que le métier éditeur, c'est ça. Hein, c'est passer son temps à regarder est-ce que je vais vendre assez de livres pour continuer le mois suivant. Voilà. Et au moins, je leur ai transmis ça, qui est l'angoisse permanente de ce métier, quoi. C'est très arbre-vengeur pour le coup. Pour le coup, on reconnaît l'esprit, votre patte, David, justement sur eux-mêmes. Donc, ça ne m'étonne pas. Mais conscient de ce côté un peu âpre, quoi, ce côté, cette difficulté qui est que c'est pas gagné. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des universités où l'argent, ou des projets où on donne de l'argent en disant allez-y, dépensez-le. Là, c'était pas ça. C'était on va essayer de mériter en même temps et de trouver ce qu'il faut pour avancer dans notre projet. Ça me permet de les féliciter devant tout le monde. Pour le coup, chacune d'entre vous, est-ce que ça vous a donné envie d'être éditeur? Est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que vous voyez bien ce que fait David Vincent à l'Arbre Vengeur, Benoît Viraud, Nouvelle Attila, plus pour très longtemps, mais pour de nombreux éditeurs indépendants, en 2021, c'est extrêmement difficile de vivre. Est-ce que vous voyez prochainement éditer dans une maison indépendante? Est-ce que vous avez vu les difficultés qui s'y conféraient et est-ce que vous vous sentez prêt pour le coup à cette aventure ou au contraire ça vous a un petit peu calmé, en tout cas calmé certaines ardeurs et vous vous rendez compte à quel point c'est difficile? Je peux bien commencer si vous voulez. Moi, pour le coup, ça m'a. Au tout début, je me disais, ouais, je vais être dans une grande maison d'édition, je veux faire ci et ça, éditer des livres, mais je pensais à Actes Sud, voilà, pour pas souffler le nom. Et puis en fait, là, ça m'a vraiment donné envie d'être dans l'édition où on se lance des paris tout le temps. Pas seulement sur l'auteur, mais aussi sur la maquette. Alors, j'ai pas trop travaillé sur la maquette, mais voilà, de vraiment se lancer des vrais défis et de se dire comment on va pouvoir faire ça, on n'a pas l'argent ou on n'a pas le temps, et de finalement réussir à le faire, quoi. Voilà. Joali qui arrive tel un condor. C'est beau ça. Non, mais je voulais juste dire qu'en fait, je pense que cette année, ça a été difficile pour plein de raisons parce que du coup, on avait forcément les cours à côté, il y avait la Covid, il y avait le confinement, on a dû faire énormément de Zoom, c'était beaucoup d'heures, on va dire, parfois qui étaient un peu difficiles parce que chacun a sa vie, parce qu'on n'était pas forcément tout le temps ensemble, mais c'est vrai que ça nous a vraiment donné l'envie comme tu dis, quelque part d'être éditeur au point que vraiment, pour le groupe en tout cas pougiste,
on a vraiment envie de continuer ensemble en fait par la suite et vraiment de fonder notre propre maison d'édition. Et puis c'est un projet assez fou, enfin pour nous toutes, hein, parce que finalement on est toutes quelque part, on a toutes un peu notre spécialité, hein, chacune, on a fait un petit peu de tout, hein, le groupe Wells aussi. Vraiment chacun a fait énormément de choses. Voilà, différentes dans le milieu éditorial, mais je veux dire, ouais, effectivement, ça nous a tellement plu, on s'est tellement bien entendu que ça va être notre projet et on est toutes excitées par rapport à ça. Et puis, c'est vrai que ça donne clairement envie de continuer dans le milieu éditorial et de passer nos nuits en fait à vivre quelque part à vivre pour la littérature, hein, parce que là on vit, on mange, on boit Liane de Pougy, hein, en tout cas nous c'est ça, et je suis sûre que les Wells c'est pareil. C'est vraiment voilà, c'est une super aventure, quoi. C'est une super aventure et ça donne envie de continuer dans l'édition. On sait qu'il faut être passionné, par contre on sait qu'il faut être passionné quand on doit être dans l'édition. Bon. Voilà. J'ai bien entendu, il y aura potentiellement une maison d'édition à vous quatre du nom de la Frétillance, c'est ça? Alors ce sera un autre nom, on ne le dit pas là parce que franchement on va peut-être pas vous gâcher la surprise et tout, hein, mais vous allez voir, franchement c'est culte. Le nom est culte déjà, mais ce ne sera pas la Frétillance, mais on n'en est pas loin, hein. On n'en est vraiment pas loin. Voilà. Et alors les autres, justement, est-ce que ça vous a... Comment vous voyez l'édition? Est-ce que ça a changé votre vision aussi d'avenir sur l'édition, votre vision ne serait-ce que culturelle? Les éditeurs sont souvent considérés comme les vilains petits canards du monde littéraire. On les voit rarement. C'est pour ça d'ailleurs que ces rencontres existent. C'est pour les voir davantage. Et si on a David Vincent régulièrement, ce sera avec grand plaisir, bien sûr, qui vient de tomber. Mais on aimerait les voir plus souvent. Pour le coup, est-ce que vous avez envie d'être éditeur aussi, mais dans l'ombre? Clairement, c'est un métier de l'ombre. Est-ce que ça vous freine ou au contraire, vous vous sentez très bien dans l'ombre à éditer des textes? Alors moi, j'avoue, je me sens assez bien dans l'ombre. J'aime pas trop parler en public, donc ça me convient bien. Après, oui, ça a bien, enfin, ça a quand même changé ma vision de l'édition, puisque donc, comme là, on est tous les 8 et on parle tout le temps ensemble, donc cette année, on s'est peu vus. Bah, du coup, on a pu faire un peu on a pu voir toutes les facettes de la maison d'édition et faire un peu tout. Donc, moi, je m'occupais plus de la facturation, mais j'ai aussi un peu fait de la surdiffusion, évidemment de la correction sur le livre et tout ça. Donc, c'était très intéressant de voir tout ça. Et puis, bon, moi, je travaille plus dans la bande dessinée. Et c'est vers ça que j'aimerais me tourner, mais du coup, c'était intéressant de voir du coup une maison d'édition aussi de littérature et de voir un peu la différence aussi, puisque c'est pas le même fonctionnement toujours. Et puis, voilà. Et donc, voilà, c'était chouette. Très bonne expérience. Je pense que, je sais pas, on n'a pas entendu peut-être Tom. Je crois que c'est le seul qu'on n'a pas entendu. Oui, je dois être le seul à ne pas avoir parlé jusqu'à présent, il est vrai. Que dire, non, c'est une très bonne expérience, comme le disait Juliette, hein. Moi, j'ai la chance cette année d'être en apprentissage dans une grosse boîte, donc je vois l'inverse en fait. Je vois tout ce qui dépend d'un groupe, les collections qui sont toutes pareilles, les grands tableaux avec les grands prix qu'on doit respecter tout le temps. Et là, cette année, avec le projet de l'apprenti, j'ai pu, avec les filles, découvrir des choses très différentes et laisser libre cours à notre imagination et à nos envies. Donc c'est extrêmement enrichissant. Est-ce que ça a changé ton angle de vue par rapport à l'indépendance éditoriale? Alors, pas vraiment. Je considère toujours ça comme une chose très, très, très bien, une très bonne chose. Cela dit, je me vois mal gérer un projet de A à Z comme ça toute ma vie, tous les ans, tous les 6 mois. Donc j'aime bien le confort qu'apportent les grosses entreprises pour ça. On n'a pas à se soucier des rentrées d'argent, on n'a pas à se soucier des... Enfin, on a à s'en soucier, mais à moindre mesure, on va dire. D'accord. Et les autres, si je peux me permettre, Tom, alors Tom va peut-être... Enfin, il y a certains qui vont rentrer dans le métier, là, qui vont chercher du boulot que j'espère qu'ils vont trouver. D'autres vont continuer leurs études, hein, parce que c'est jamais c'est une licence, hein, c'est un bac+3. Mais Tom avait proposé une idée en début d'année. Je la trahis pas, hein, Tom. Mais il espère bien pouvoir la recoller s'il fait un master ou un truc comme ça. Il a dans son coin, il est un auteur qui est dans le domaine public. Voilà, il dit qu'il aime bien un grand groupe, mais malgré tout,
il a dans l'idée de faire quelque chose. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir que ça a excité quelque chose chez eux, qui est la capacité de réaliser quelque chose. Effectivement, il y a l'inconfort du danger. Il y a l'inconfort du danger qui est balisé là, mais quand les 4 frétillantes vont faire leur projet, elles vont se rendre compte qu'elles partent de rien et qu'il va falloir convaincre tout le monde, etc. Voilà. Mais l'inconfort qui a été le leur cette année, la difficulté, n'a aucun moment bridé cette envie de continuer. C'est ça que je trouve excitant en fait avec elles. C'est-à-dire qu'elles ont mesuré que c'était que des problèmes pénibles, mais que finalement cette accumulation de choses difficiles rendait la chose exaltante. Voilà. C'est un peu le principe de l'édition. Tous les jours, on n'a que des enquiquinements et finalement on continue parce que les petites joies qu'on a compensent tous ces enquiquinements. J'ai dit enquiquinement, vous voyez, pour faire le vieux. Mais j'imagine la fierté que vous tous avez pu avoir quand les livres sont sortis et même pas forcément voir vos noms, parce que j'imagine que l'ego là, dans ces cas-là n'est pas forcément mis en avant, mais d'avoir cet objet qui arrive dans vos mains, c'est le fruit de votre travail. Et je comprends, est-ce que justement le jeu en vaut la chandelle? Clairement, vous avez mis beaucoup de vous là-dedans pour créer un livre, mais c'est déjà énorme, puisque pour le coup, ils sont magnifiques. Hein. Quand vous les aurez en main, vous verrez à quel point ils sont magnifiques. Le confort du Wells est incroyable. Clairement, quand on le bouquine, c'est déjà un confort avec ses rabats qui est magnifique. Et le de Pougy est tout simplement extrêmement beau. Donc, vous avez fait un travail incroyable. Alors moi, je vous mets 20 sur 20, ça c'est sûr, mais malheureusement, je ne note pas. David, on en parlera, mais je rajouterai peut-être un petit bonus. Mais voilà, donc vous pouvez être fier clairement de ce que vous avez réalisé parce que je ne suis pas sûr que beaucoup d'étudiants auraient pu tout simplement le faire. Donc bravo déjà. Karine, c'est à toi. Bonsoir à tous. En fait, moi, j'avais une question plutôt pratique, puisque vous parliez tout à l'heure donc, de convaincre les libraires, etc. Et je voulais savoir si on pouvait le trouver, où est-ce qu'on pouvait le trouver si on n'est pas de Bordeaux, où on pouvait trouver vos livres. Eh bien, le Liane de Pougy, du coup, est sorti il y a 2 jours, le 14, et le Wells sort le 26 mai. Mais ils seront dans toutes les bonnes librairies. C'est bien, j'espère. Apporter une précision précise. Les bonnes et les mauvaises, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Si vous ne trouvez pas, ça se commande après. Hein, parce que c'est un petit distributeur. Ce n'est pas chez Hachette. Donc, il y a pas mal de librairies qui ne travaillent pas avec lui. Donc, après, il y a le secours de dire il y a beaucoup de libraires qui vont dire oh non, on ne travaille pas avec eux. Le livre, il est disponible partout. Après, il ne sera pas dans énormément de librairies. Hein. C'est un peu le souci hein, cette année. Hein. On n'a pas évoqué ça, mais la diffusion est un souci cette année. Hein. On trouve que par rapport au travail qu'ils ont fait, les étudiants, les apprentis, la mise en place n'est pas terrible. Hein, c'est-à-dire que le travail de diffusion, il y a des explications, mais il mériterait d'être dans beaucoup de librairies, il pourrait mieux marcher que ce que nous annonce la mise en place. Voilà. Donc effectivement, la question que vous posez, Karine, n'est pas absurde, c'est-à-dire qu'il est théoriquement en vente partout, il va être plus pratiquement difficile à trouver. Voilà. Mais on compte sur le fait que si on parle du livre, s'il se passe quelque chose qui a de la presse, que les libraires fassent l'effort de le commander pour le proposer à leurs clients. Et je vois là dans les conversations que Karine parle du site Place des libraires, apparemment. Voilà, après, il est en vente par tous les canaux classiques. Hein. Alors, par exemple, Tom a été un peu choqué, il est allé à la FNAC à Toulouse et il n'a pas trouvé. J'ai dû pédaler en disant la FNAC, en ce moment, ne commande pas les livres des petits éditeurs parce qu'ils n'ont pas envie, ça leur fait du tracas, ils ont une excuse toute trouvée avec le virus et ça leur permet de faire des économies d'échelle en ne commandant pas les livres des petits éditeurs. Hein, mais je ne parle pas que de moi, je parle d'autres éditeurs, que là, quand on leur a proposé les livres, ils sucrent tout ça. Et après, ils continuent malgré tout à faire leur pub pour dire qu'ils encouragent la diversité, c'est pas vrai, les Cultura sont pareils, et que donc, il y a effectivement, les étudiantes se disent, mais mon livre n'est pas partout. Voilà. Ce en quoi je leur réponds, il vaut mieux qu'il ne soit pas dans les FNAC qu'il y soit et qu'il soit retourné aussititôt. Hein, voilà. Nous, on privilégie les librairies indépendantes, etc. Voilà. Mais il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger. Hein. C'est de la micro-édition. Et donc, à ce titre, ça se heurte à tous les problèmes de la micro-édition, qui est que le libraire, il est submergé d'éditeurs et qu'il fait le tri. Voilà. Reste à imposer ce livre au milieu de ce champ des livres. Par contre, le Wells a été commandé en FNAC, dans les FNAC. Donc, bon, on ne comprend pas trop le pourquoi du comment, mais tant mieux. Voilà. Il me semble avoir vu des Cultura aussi dans les commandes pour le Wells. Oui.
Oui. Ouais. Il doit y Après, avoir ça, Je n'avais même des, pas accès à des problèmes. notre liste, en fait, mais apparemment, il est disponible en Fnac aussi, le Liane de Pougy. Là, en fait, c'est au niveau du diffuseur qu'il y a eu un problème. La sortie a été annoncée le 14 mai. Néanmoins, il est disponible nulle part. Là, j'ai l'impression que personne ne peut l'avoir en librairie. Je pense qu'il faut attendre encore un petit moment, en fait. Oui, il doit y avoir un problème de livraison ou quelque Ouais, chose parce que on voit bien bah, sur le c'était listing censé. Noël ce qu'on a pu avoir. Oui. C'est des balayeurs. Enfin, après, c'est notre cuisine, mais bon, enfin Ouais. voilà, c'est pas si simple que ça, quand même. Voilà. Stéphanie? Oui, bonsoir à tous. Alors bravo déjà pour votre travail parce que je trouve ça vraiment extraordinaire de partir de rien et d'arriver à faire ce que vous avez réussi à faire. Et bravo aussi pour le choix des deux auteurs qui sont quand même deux grands auteurs. Alors, j'ai une petite préférence évidemment pour Liane de Pougy parce que ça fait partie voilà, des autrices oubliées qu'on essaye de remettre au goût du jour et je trouve ça vraiment génial. Et alors la question que je me posais, c'est puisque vous avez pris tout depuis le début jusqu'à la fin de la production du livre, quelle réflexion vous avez eue sur la façon justement de faire connaître le livre et notamment par des blogueurs, par Instagram? Quelle est la politique que vous allez ou que vous avez peut-être déjà menée par rapport à ça? Joalie, c'est à toi, je crois. Oui, et notamment par rapport aux services presse, est-ce que vous allez envoyer des services presse aux journalistes? Comment vous allez communiquer par rapport à cela? Parce que j'imagine que vous ne disposez pas d'exemplaires illimités non plus, donc ce serait, oui, voilà. Donc, ce serait intéressant de connaître votre politique, en effet, comme le dit Stéphanie. Oui, effectivement, malheureusement, on n'a pas pléthore d'exemplaires, mais on a déjà envoyé à quelques influenceurs, hein, on va dire Instagrammeurs littéraires, dont des personnes vraiment qu'on s'est intéressées aussi par le sujet. Hein. C'est vrai que quelque part, c'est le plus important. Hein. Ça ne sert à rien d'envoyer à des personnes qui ont, on va dire, des goûts différents, on va dire vraiment qui divergent énormément. Après, on est très axé effectivement sur des personnes, sur des journalistes, sur des magazines féminins, féministes aussi, mais pas forcément parce qu'on n'est pas seulement dans une dimension féministe et qu'aujourd'hui ça prend vraiment énormément, voilà, ça peut prendre tellement de sens en fait que voilà, c'est compliqué, sujet complexe. Mais vraiment, voilà, on a essayé un petit peu des personnes aussi qui sont très orientées sur tout ce qui est un petit peu historique. Alors, je vous avoue qu'on a une envie fulgurante, mais pour l'instant, c'est encore en discussion, d'envoyer notre livre à Stéphane Bern. Hein, pourquoi pas? Parce que vraiment, on secret d'histoire, hein, quelque part, avec Liane de Pougy, la belle époque, les années folles. Et en plus, je vous jure, il y a des choses, mais croustillantes dans le bouquin. On va peut-être, après, voilà, vous lire des extraits. Vous allez vous rendre compte que même nous, hein, vraiment, quand on a lu le livre, on a appris des choses par rapport à Colette, par rapport à Jean Cocteau, par rapport vraiment à Coco Chanel, enfin, à tout le milieu vraiment demi-mondain de l'époque. Et du coup, ouais, on se base beaucoup en fait sur des personnes qui aiment l'histoire et qui font des podcasts justement, histoire, etc. Des podcasts féminins, féministes qui mettent justement la femme à l'honneur, la femme en avant. Et voilà, et des magazines justement aussi particulièrement, hein, des magazines féminins. Mais c'est vrai que c'est un gros travail parce que comme tout le monde, hein, on a des petits refus. Comme tout le monde, on a des surprises, je veux dire, où à 2h du matin en Zoom ou sur Messenger, c'est vous devinez même pas qui c'est qui m'a répondu. Non, mais je vous jure, bon, je vous le fais pas là, je vais pas tout vous raconter parce que franchement, si je vous raconte tout, non, je tease. Mais je vous jure que c'est vrai, on a des petits trucs comme ça où on se dit waouh, c'est dingue, il ou elle m'a répondu. Et alors là, là, je reprends mon fameux mot, c'est la frétillance ultime. Pour le coup, Stéphane Bern est frétillant, donc je pense qu'il y a une chance qu'il fasse un papier. On espère de toutes nos forces, parce que quand même Stéphane Bern, quoi. Stéphane Bern. Après, on passe aussi par la presse. On a eu récemment un article fait par la Dépêche du Midi, enfin par Bertrand Chomeil, qui nous a fait une belle promotion et nous a rendu un bel hommage. Et puis aussi, on essaie de contacter par mail des librairies indépendantes pour essayer de les séduire et voilà, qu'ils acceptent de nous vendre dans leur librairie, quoi. Et je tiens juste à remercier rapidement quelqu'un qui est là, et je suis très émue que cette personne soit là, c'est Nicolas Houguet.
en fait, que j'adore et que depuis le début, oh non, mais je sais qu'il va être perturbé pour cette intervention, c'est quelqu'un qui n'aime pas se mettre en avant en plus, mais vraiment, depuis le début, je lui parle de ce projet, il y a cru, je pense que je lui ai fait je ne sais pas combien de vocaux pour lui dire, écoute Nico, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu penses de Liane de Pougy, est-ce que tu, voilà, cette femme, enfin, est-ce que tu trouves pas que vraiment, voilà, elle était pétrie de contradictions, mais en même temps tellement intéressante, et voilà, je m'excuse en direct pour ces messages, et en même temps je sais que voilà, ça nous a permis d'échanger énormément sur ça et sur tellement d'autres choses, et je suis très contente en fait de le voir. Je ne l'avais pas vu depuis, ça doit faire 10 minutes que je l'ai vu, et puis ça me fait super plaisir en fait qu'il soit là, et ça fait partie des personnes aussi, Stéphanie aussi, enfin il y en a plusieurs d'entre vous, ça me fait trop bizarre en fait de vous voir là ce soir, vous imaginez même pas, ça fait un truc, hein, je vous jure. Joali risque de faire des bisous à tout le monde là, il y a un petit moment, c'est Joali. Je laisse continuer parce que voilà, après je vais être dans l'émouvance la plus totale. Je sais que ça n'existe pas, mais j'aime bien. Mais pour le coup, tu as cette expérience-là avec Instagram, justement, d'avoir des contacts, d'avoir l'expertise particulière pour cibler les blogueurs, cibler aussi les journalistes. Donc, c'est un plus, clairement, de t'avoir dans l'équipe. En même temps, Anthony, on ne va pas se mentir, tu n'aimes pas non plus te mettre à mort en avant, mais c'est aussi beaucoup grâce à toi qu'on est là ce soir. Et je t'en remercie, mais tu t'imagines même pas, on était toutes contentes quand je leur ai dit, ouais, les filles, les filles et Tom, évidemment, on va faire un reel. Enfin, voilà, tout le monde était super content. On est... C'est un honneur. C'est un honneur de vous avoir parce que votre projet, il est fascinant, en fait. C'est extrêmement rare et tout le mérite en revient au départ à David, mais c'est surtout, tout simplement, chaque année, ça fait 2 ans que je vous suis. L'année dernière, c'était avec Kaela. Mais pour le coup, ça fait 2 ans que je découvre ce que vous faites et c'est assez impressionnant, en fait. C'est impressionnant de voir que ce projet-là match avec différentes personnes. Bravo, quoi. Bravo, tout simplement parce que vous faites un travail formidable et on a hâte déjà de voir les prochains que les autres étudiants vont nous préparer. Mais juste bravo. Voilà, vous méritez tout le bonheur du monde et surtout d'être de futurs grands éditeurs ou autres parce que j'imagine que vous ne vous destinez pas tous à être éditeurs. Vous avez peut-être, certains seront peut-être graphistes comme Elisa ou peu importe, mais en tout cas, vous aurez en tout cas un panel de compétences assez incroyable et bravo David de les avoir aiguillés là-dessus puisque ce projet-là, c'est un peu c'est le vôtre, hein, clairement. Donc, moi j'allume la mèche et après, honnêtement, c'est pas... C'était une belle mèche. Non, mais j'agite un peu, mais c'est effectivement, s'il n'y a pas de répondant, il n'y aurait rien. Je pense que, très honnêtement, je ne fais pas grand-chose dans l'affaire. Hein. Je rassure, j'aiguillonne, tout ça, mais c'est vraiment leur projet. Hein. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je tiens vraiment à le faire savoir. Hein. C'est-à-dire qu'elle-même découvre en avançant des tas de choses, les contacts. Il y a d'autres éditeurs qui les aident. Hein. Parce que pendant l'année, elle rencontre d'autres éditeurs. Il y a le moment de la 4e de couverture qui est assez amusant parce qu'elles ont des cours là-dessus qui ne correspondent pas du tout à la façon dont je fais mes 4e de couverture. Donc, en plus, elles entendent d'autres échos. Et c'est ça qui est intéressant. Après, c'est vraiment leur projet. Et l'an prochain, il y aura d'autres personnalités qui vont peut-être arriver avec d'autres choses. Maintenant que le projet est mieux installé, il y aura peut-être un peu plus d'assurance de leur côté. Hein. Il faut voir, la première année, on basait sur rien. Mais c'est vraiment un projet de jeunes professionnels. C'est ça qui est intéressant. Moi, il n'y a pas un vieux derrière qui est là. Hein. Moi, je suis juste là pour border et pour faire en sorte que... Voilà. Vous êtes un petit peu l'éditeur des éditeurs, un peu comme un auteur gérerait avec l'éditeur. Ouais, mais même pas. Je pense même pas. Moi, je pense que vraiment, j'ai la clé du jardin et c'est eux qui font pousser les légumes, quoi. Hein. C'est vraiment ça. Il y a des moments où même j'étais même tenté de les laisser en roue libre. Alors, à un moment, il faut cadrer pour certaines choses, mais qui étaient... En roue libre, Joali, ça doit être... moi, je ne vous conseille pas. Hein. Je vous conseille pas trop de... Ouais. J'ai bien senti. C'est pour ça que les autres étaient souvent près d'elle pour éviter qu'elles partent en live, quoi, comme ils disent. Hein. Parfois, je les voyais 4 en Zoom, elles étaient à 4 en Zoom. Quoi. On aurait dit qu'elles avaient créé une sorte de communauté, un truc un peu flippant, quoi. C'est pour ça qu'on les appelait. Elles vivaient en vase clos, un peu flippante. Hein. Voilà, je préfère vous dire qu'il faut aussi les sortir de ça, quoi. Il faut que le livre sorte, il se vende parce qu'il y a un vrai danger sectaire, quoi. Hein. Voilà, donc je lance un peu un appel. Pour les en sortir, il faut que le livre se vende pour qu'elle voit qu'il y a un monde en dehors de Liane de Pougy. Hein, voilà. Et puis, j'ai surtout peur que Joali finisse bonne sœur. Ça, c'est ma grande inquiétude. Hein. Une sorte de conversion et qu'elle se rende compte, pour le modèle de Liane de Pougy, qu'il n'y a que la religion qui compte. Joali, non.
Hein, on peut frétiller aussi sans la religion. Voilà, c'était un message que je voulais lancer devant tout le monde. Voilà. Et Tom, courage, Jacob. Voilà, bon. C'était ton quart d'heure de gloire, Joali. Voilà, tu le mérites amplement. Pour le coup, on va peut-être faire une petite lecture. Joali, je sais que vous nous avez préparé quelques-uns, en tout cas, une lecture. Et pourquoi vous avez choisi cet extrait-là de chaque livre pour nous donner une idée aussi de ce qu'écrivent ces deux auteurs, de ce qu'ont écrit ces deux auteurs. Donc voilà, je pense que Joali, tu es toute trouvée pour débuter, commencer le bal. J'imagine. On va commencer parce qu'en fait, on s'était dit, on avait déjà pris un extrait à deux aussi avec Elisa. Donc, on va commencer par cet extrait. Attention. Ouais, c'était là. Ouais, non, c'était juste avant. Bon, on est prêts. Hein. 1er juillet. Je viens de lire Ariane, jeune fille russe de Claude Anet, qui veut se faire passer pour dévergondée alors qu'elle est tout bêtement vierge, me rappelle un passage de ma propre histoire. À 18 ans, lorsque j'eus donné un coup de pied aux lois de la société et de la famille, poussée par mon avidité de tout connaître, par les événements de la comptabilité de mon premier mari qui ressemblait à celle de Lazarus, à 18 ans, je devins l'irrésistible passion, l'idéal, selon son mot, du marquis Charles de MacMahon. Un jour qu'il m'interrogeait jalousement. Mais enfin, ma chérie, à combien d'hommes as-tu appartenu avant moi? Je me mis à réfléchir, à compter sur mes doigts, à citer des noms connus, des noms de pays, des noms de crus fameux. Le 20e qui me vint sur la langue fut celui de l'Ursalus. MacMahon, atterré, sursauta. Comment? Un tel de l'Ursalus? J'ai oublié le prénom. Parfaitement. Mais c'est mon beau-frère. Je n'aurais jamais cru ça de lui. Oh, tu sais, il fut un amant de passage, tout à fait de passage. L'Ursalus, avec ses airs sérieux, couché avec une petite fille de 18 ans. Et toi? Oh, moi, ce n'est pas la même chose. Moi, je t'adore. Un peu interloqué, je continuais en cachant les noms. Le marquis suffoquait, pestait, rageait, souffrait. Au 42e, jugeant que j'avais bien produit mon petit effet, je m'arrêtais. C'est tout, c'est toi le 43e. Et je le regardais du coin de l'œil. Petite misérable. Je jubilais. Vicieuse petite créature. J'étais au 7e ciel. Est-il possible, à ton âge, 43 hommes? C'est épouvantable. Or, j'avais connu mon mari, mon premier amant, le lieutenant de vaisseau Prenon, et le marquis de Porte. MacMahon venait tout simplement en 4e lieu, mais je croyais bien plus chic de dresser toute une liste. Pour moi, pas de milieu entre la pureté et le dévergondage. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut retenir de Liane de Pougy, pas de milieu entre la pureté et le dévergondage. Absolument, c'est ce qu'il faut retenir. Je me permets de vous lire un petit extrait encore, du coup c'est le mien, et puis après il y a toutes mes petites collègues, je dis petites parce que je suis la plus vieille, donc ils vont continuer. Je voulais pas en parler, mais bon. Alors, du coup, où est-ce que l'on était? Oui, voilà, c'est ça. Alors là, en fait, on va savoir ce qui se passe concrètement, parce que vous verrez, il y a une rivalité extrême entre Liane de Pougy et Colette. Et là, on va savoir à peu près ce qui se passe. Vous voyez, une beauté reconnue doit recevoir le cruel coup de griffe de la chatte Colette. Moreno me disait, alors que je fréquentais les Willy. Méfie-toi, mon Lianon, Colette est vicieuse, mauvaise, envieuse. Elle jalousera ta beauté, tes traits, ta maison, tes perles, tes amis. Le jeune H, c'est Auguste Herriot, magasin du Louvre, dont elle devint quelques mois après la maîtresse. Elle essaya de s'en faire épouser. Le dépit lui inspira la vagabonde. Or, le non moins jeune G est devenu mon mari, et cela dure, n'en déplaise à Colette. A-t-elle assez crié sur les toits que cela ne durerait pas, que Georges m'épousait pour mon argent, qu'il me ruinerait, m'abandonnerait misérable et vieillie, vouée à tous les désespoirs? Heureusement, elle fut mauvaise augure, jusqu'à présent. Lorsque j'épousai Georges, 2 ans et demi plus tard, la haine de Colette s'exprima plus méchamment encore. Dans de laids et vulgaires articles du rire et du sourire de Fantasio peut-être, signés de vagues pseudonymes, on visait mon cher petit mari afin de mieux m'atteindre. Des amis à nous s'émurent, firent une petite enquête, et sans peine en découvrirent l'auteur, Willy, inspiré et poussé par Colette. Je n'en voulus pas à Willy. Dieu me garde d'en vouloir à Colette. Voilà. Ça, c'était un petit peu pour les extraits où vous voyez qu'il se passait quand même pas mal de choses. C'était un petit peu amour, gloire et beauté à la belle époque et dans les années folles. En mieux joué quand même. J'espère. Alors, ensuite, on va peut-être passer au Wells pour le coup, pour une lecture du Wells. Comme ça, on alterne l'un et l'autre. Oui. Et du coup, je vais commencer avec un extrait de la première nouvelle du recueil, du coup, qui s'appelle L'Étoile, qui a été traduite par Élise Tellier. Donc, les voix répétaient les unes après les autres, elles se rapprochent. Et le télégraphe capta ces mots en cliquetant. Ils tremblèrent le long des lignes téléphoniques, et dans un millier de villes, des typographes crasseux manipulèrent les caractères. Elles se rapprochent.
Dans des bureaux, des hommes qui écrivaient furent frappés d'une étrange prise de conscience et jetèrent leurs stylos. Dans un millier d'endroits, des hommes qui discutaient découvrirent la possibilité grotesque qu'impliquaient ces mots. Elle se rapproche. Le message se pressait dans des rues qui s'éveillaient, était crié dans les chemins figés par le gel de villages tranquilles. Des hommes qui avaient lu la nouvelle sur les bandes frémissantes des télégraphes se tenaient dans la lumière jaune des portes et criaient la nouvelle aux passants. Elle se rapproche. Des jolies femmes, empourprées et étincelantes, entendirent la nouvelle racontée d'un ton badin entre deux danses et feignirent un intérêt intelligent qu'elles ne ressentaient pas. Plus proche ? Eh bien, comme c'est curieux. Comme ces gens doivent être brillants pour découvrir des choses pareilles. Voilà. Parfait, parfait. Je ne sais pas si d'autres avaient des extraits à lire. Je crois Oui, que... je peux vous dire un autre extrait. Allez, Juliette, parfait. La nouvelle qui porte le nom du livre, L'homme qui pouvait accomplir des miracles. Je l'ai voulu, tout simplement, et voilà. Est-ce un miracle, de la magie noire ou que sais-je encore? Qu'est-ce qui cloche chez moi? C'est ce que je voulais vous demander. C'est extraordinaire! Et il y a une semaine, jour pour jour, je n'avais aucune idée que je pouvais faire ce genre de choses. C'est venu soudainement. Je pense que j'ai une volonté hors du commun, c'est tout ce que je peux en dire. Pouvez-vous faire autre chose? Mon Dieu, oui, tout ce que vous voulez. Il réfléchit et se souvient soudainement d'un tour de magie qu'il avait vu un jour. Il pointa le vase de son index. Change-toi un bocal en poisson. Non, pas ça. Change-toi en bocal en verre rempli d'eau avec des poissons rouges à l'intérieur. Voilà, c'est mieux. Vous avez vu, monsieur Maydig? C'est stupéfiant, c'est incroyable. Soit vous êtes un être exceptionnel, soit... Voilà. Je trouve que ça résume bien Ouais, parce que ce qu'on ne sait pas assez de Wells, c'est que c'est très drôle, souvent. C'est souvent très drôle. C'est pas que la guerre des mondes. Hein. Les nouvelles insistent sur un côté très amusant. L'homme qui pouvait accomplir des miracles, c'est un type qui se rend compte qu'il accomplit des miracles délirants, tellement délirants qu'il est complètement dépassé par ce qu'il fait. Et il y a une grande drôlerie chez Wells. Ouais. Et ça permet, les nouvelles permettent de découvrir un peu cet aspect-là du personnage, qu'on imagine toujours catastrophiste, etc. Il y a vraiment cet aspect très anglais, très britannique, de raconter des choses énormes, monstrueuses, avec toujours cette très légère ironie. Voilà. Si je peux aider à vendre le livre. Merci. Nimue, Louise, Roxane. Je ne sais pas si vous aviez... Oui. On n'entend pas Nimue. Moi, j'avais encore un petit extrait de Wells à vous lire, qui est un peu plus frissonnant, qui est extrait de la nouvelle La Chambre rouge, traduite par Roman Daleno. La Chambre rouge, c'est un inconnu qui a un jour passé une nuit dans une chambre dite hantée, et il n'y croit pas une seconde. Vraiment, pour lui, c'est des balivernes, des vieilles personnes qui sont dans le château écossais, qui lui racontent ça, ils sont complètement fous. Mais peut-être pas ce qu'il va penser. Peut-être tout va changer cette nuit-là. Je dois admettre que quelque chose d'impalpable me dérangeait dans cette vieille chambre. Je tentais de surmonter ce sentiment. Je me résolus à effectuer un examen systématique des lieux et ne laisser rien à l'imagination. Dissiper les suggestions fantasmiques des ténèbres avant qu'elles n'aient raison de moi. Après m'être assuré que la porte était bel et bien fermée, je pus entamer ma ronde. Je fis le tour de tous les meubles, je soulevai les franges du lit et j'ouvris les rideaux en grand. L'écho distinct de mes pas résonnait, les bruits que je faisais paraissaient si étouffés qu'ils soulignaient plutôt qu'ils ne brisaient. Le silence pesant dans la pièce. J'écartai les rideaux et m'assurai que les fenêtres étaient bien fermées. Attiré par la chute d'une particule dessus, je me penchai en avant et regardai dans le conduit noir de la grande cheminée. Puis, essayant de conserver mon esprit rationnel, je déambulai et tapotai le lambris de chêne en quête d'une possible ouverture secrète. Mais j'abandonnai avant d'atteindre l'alcôve et découvris mon visage dans une glace blême. Merci. On va peut-être... Voilà. Nimue et Louise, vous avez un extrait aussi ou pas? Je ne sais plus. Oui, allez. Je peux enchaîner. Donc moi, j'ai choisi un extrait où Diane de Pougy parle et défend une de ses amies. Donc moi, j'aime beaucoup cet extrait parce que il est, selon moi, significatif du fait qu'elle était très intègre et puis que c'était pas parce qu'elle était du beau monde qu'elle crachait sur ses amis. Donc il y a vraiment une défense ardue. Donc c'est l'extrait que je vais vous lire. Le matin, petite altercation dans la cuisine avec mon locataire. Je lui dis « Louise Balti va venir me voir tantôt. » Il me répond « Balti, Dieu qu'elle est laide !» Je lui explique « Comprenez-moi bien, Balti n'est ni belle ni jolie, mais elle a un tel chic, une telle allure, une telle noire et blanche élégance, des yeux noirs si vifs, si brillants, si rieurs, une bouche grande peut-être, mais bien dessinée et contenant de si belles dents blanches, un rire si joyeux, si communicatif, une expression si fine, si tellement spirituelle, que lorsqu'on sait la regarder,
On ne veut pas la trouver laide. Bon enfant, il acquiesça. En tout cas, princesse, vous savez bien défendre vos amis. Sur ce, nous fîmes un tour de parc et je lui cueillis une brassée d'iris pour sa femme. Donc moi, c'est un extrait vraiment qui me touche beaucoup. Parfait, parfait, merci. Et Nimue? Moi, j'ai choisi un extrait qui parlait du pouvoir que les femmes exerçaient sur Liane, qui était une emprise totalement différente de ce qu'elle a pu avoir avec les hommes qu'elle a beaucoup contrôlés et manipulés, et les femmes qui étaient beaucoup plus libres dans ce sens-là. Et c'est vrai que ces relations lesbiennes ont été vraiment des tiraillements pour elle entre de la jalousie, parce qu'elle passait son temps à se comparer au monde entier, mais ça a été aussi de la tendresse infinie, mais aussi de la manipulation et beaucoup de vulnérabilité. Exactement. Donc je vais vous lire un extrait, j'espère mieux réussir que l'épellation de ce mot. Donc elle parle d'une de ses amantes. J'avais une amie intime, aussi intime qu'on peut être, une jeune fille de 27 ans. J'en avais 30. C'était Yvonne de Buffon, descendante du grand Buffon. Elle ne me quittait pas, dirigeait tout chez moi, autour de moi et en moi-même. Elle était jolie, intelligente, cultivée, menteuse, intrigante, vicieuse. Elle aimait le vin, les femmes, le désordre, les alibis, les combinaisons louches et prisées. Tout cela la séparait souvent de moi. Je suis toujours restée simple et droite en dépit des événements. À cause de ses défauts, je la malmenais souvent et je ne pouvais plus m'en passer. Elle couchait dans la chambre près de la mienne, nos portes restaient ouvertes. Elle venait dans mon grand lit, son amitié avait des accents protecteurs et masculins, et son visage charmant, une jolie petite moustache qui aurait fait envie à un polytechnicien. Et par-dessus tout, un dévouement sans borne. J'usais, j'abusais de sa tendresse, la tyrannisant même, et je l'aimais. Je l'aimais telle qu'elle était, et tellement fort que je crois bien l'aimer encore aujourd'hui. Elle mentait d'habitude et à tout venant, elle portait malheur. Voilà. Merci, merci. Alors, on va faire une petite photo de groupe avant de nous quitter. Donc voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. Joali. Oui, Joali. Oui. C'est bon, super. Merci. Si vous n'avez plus d'autres questions, il est temps de vous remercier infiniment, David, notamment, puisque on adore vous écouter, clairement. Et il me tenait à cœur de vous mettre tous en avant aujourd'hui, parce que c'est vraiment un véritable très beau projet. Je le dis depuis le début, mais je le pense sincèrement. Donc, continuez, j'espère vous recevoir très vite encore dans cette émission pour le clan des Pougistes, le clan des Wells. Peu importe pour les prochaines maisons d'édition que vous allez créer. J'adorerais qu'elles soient indépendantes, mais ce n'est pas grave si ce n'est pas le cas. Mais pour le coup, David, évidemment, on va en reparler aussi très vite. Il faut absolument qu'on en refasse une. Mais merci infiniment à tout le monde d'avoir été présent, à vous 8 et 9 avec David, puisque ce n'est pas forcément évident d'avoir tout le monde. Pour une fois, on a tous les membres d'une maison d'édition réunis. Donc bravo tout simplement pour ce que vous avez fait. J'espère vraiment que vous allez continuer là-dedans parce que véritablement votre projet il est touchant, vous en parlez avec une immense émotion et je trouve ça merveilleux comme projet. Et si tous les étudiants avaient un prof tel que David Vincent, je pense que beaucoup feraient des projets exaltants. Je serais très fatigué aussi. Mais je suis très fier. Je suis très fier d'eux. Merci de nous avoir accueillis et d'avoir permis à un vieux de regarder des jeunes comme ça. Ça m'a fait plaisir. Là, on se retrouve tous dans un bar après. Là. Avec grand plaisir. On a hâte. On est super contents parce qu'attention, je vous jure, on va sortir les violons et tout, mais c'est la première fois qu'il nous le dit. En plus, vraiment, qu'il nous dit je suis très fière de vous. Donc, c'est vrai. C'est vrai. C'est la première fois. Allez, vous aurez une bonne note. L'arroseur arrosé. Merci à tout le monde. Merci à tous en tout cas. Merci à vous. Merci. Bonne soirée tout le monde. Et vous avez été très bon en plus. Pas de stress à avoir. Vous avez été excellent. Donc bravo. Merci. C'est la première com après publication. Bravo. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.